Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire avec notre invité Frédéric Stollard de la société Altaroc. Je me représente en quelques mots, je suis Emmanuel Nara, le dirigeant fondateur du cabinet Haussmann Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2002 qui compte environ 8000 clients. Notre métier consiste principalement à faire de l'accompagnement en stratégie patrimoniale et fiscale avec nos clients, mais également du conseil en investissement immobilier et du conseil en investissement financier. En tant que CIF, conseil en investissement financier, nous passons une grande partie de notre temps à screener l'ensemble du marché de la gestion d'actifs, à rencontrer des nouveaux talents, des nouvelles offres et à les analyser, puis à les sélectionner et enfin à vous les présenter. La gestion d'actifs est un métier très très vaste qui peut couvrir des actifs immobiliers, mais également des actifs obligataires, produits de taux, ou bien des entreprises, ou encore des placements que l'on qualifie de alternatifs. Et ces différents placements, on peut les appréhender soit au travers d'actifs qui sont cotés en bourse, ou bien au travers d'actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Ce soir, je vous ai réunis autour d'un thème qui est le private equity, qui semble vous passionner tout autant que moi, puisque vous êtes près de 600 personnes inscrites à notre webinaire. Merci pour ça. Et cette classe d'actifs, effectivement, me semble aujourd'hui très intéressante parce que c'est une classe d'actifs qui a surperformé notablement la plupart des marchés actions sur les dernières décennies. C'est déjà une bonne raison, mais c'est aussi une classe d'actifs qui aborde l'investissement dans l'entreprise différemment et qui a ses clés pour générer une performance qui peut être supérieure à celle d'un investissement boursier. C'est aussi une classe d'actifs dont les investisseurs privés, en particulier en France, ont été privés depuis de nombreuses années, puisque c'était un milieu fermé qui ne s'adressait qu'aux investisseurs institutionnels, voire à quelques très grandes fortunes. Il en résulte qu'aujourd'hui, il y a peu de connaissances de cette classe d'actifs. Il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire. Et pour cela, Altaroc et Frédéric Stollard font un travail remarquable. Et encore ce soir, j'espère qu'on va répondre à beaucoup de vos questions. C'est une classe d'actifs qui est sous-représentée dans les patrimoines des Français. Et donc, il est tout à fait intéressant de se pencher sur cette classe d'actifs. Avant de passer la parole à Frédéric Stollard, je veux juste rappeler un petit peu donc cette difficulté que nous, gestionnaires de patrimoine, on a rencontrée pendant des décennies à sélectionner des bons produits pour nos clients en private equity. On a essayé par toutes les voies possibles, le réseau et bien beaucoup d'efforts pour rentrer dans des grands fonds institutionnels. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de mal et on a réussi à rentrer dans une poignée de fonds et essentiellement des fonds français. Et donc, on avait une énorme frustration devant toutes les portes fermées des autres grands fonds institutionnels. Et donc, juste après le confinement du Covid, Frédéric Stollard est venu me voir en me disant « Je travaille actuellement sur une offre révolutionnaire qui va donner accès à tous aux meilleurs fonds de private equity du monde entier. » Alors là, je me suis dit « Enfin !» Et juste après, je me suis dit « Mais comment ?» Donc, pour réussir ce tour de force, il faut beaucoup de savoir-faire, il faut un très beau carnet d'adresses et également des moyens financiers importants. Et Frédéric Stollard a su me convaincre qu'il cochait toutes ces cases. Et avant donc de lui céder la parole, je vais vous donner juste une petite indication sur le mode d'emploi de notre réunion de ce soir. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de cette intervention. C'est tout l'intérêt du webinaire. Vous allez pouvoir poser vos questions. Une personne répondra en direct au fur et à mesure aux questions que vous avez envie de poser à notre invité. Donc, je laisse la parole à Frédéric Stollard qui va vous expliquer déjà d'où il vient, comment il a conçu son offre, et puis les questions viendront après. Merci, je cède ma place à Frédéric. Merci Emmanuel.
Eh bien, bonsoir à tous. Merci Emmanuel de votre présentation. Je vous fais quelques introductions sur mon parcours parce que je pense que c'est important d'éclairer le chemin parcouru parce que ça précisera un petit peu les ambitions du projet. Donc, moi, j'ai 58 ans, j'ai une formation d'ingénieur assez classique à la base, hein. J'ai fait l'école centrale Supélec à Paris. Je suis ensuite devenu ingénieur de l'armement, j'ai travaillé au GIAT Industrie. Et je suis ensuite parti faire un MBA aux États-Unis, dans une business school américaine, à la Wharton Business School. J'ai terminé fin 1990 et depuis 33 ans, je travaille dans le private equity. Alors, j'ai démarré dans un grand fonds de LBO qui s'appelle Apax, où j'ai passé 4 ans. J'ai ensuite été recruté par un des plus grands fonds US de private equity à Londres, qui s'appelle Warburg Pincus. J'ai passé 8 ans chez eux. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge qui s'appelle Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle Paul Desmarais, pour créer avec ces 2 familles une nouvelle plateforme de private equity qu'on a appelée Sagard et que j'ai dirigée pendant presque 20 ans. Nous avons créé un premier fonds de LBO mid-market avec comme ambition d'accompagner comme investisseurs majoritaires des entreprises francophones, belges, françaises et suisses, en tout cas francophones dans leur centre de gravité décisionnelle, des entreprises francophones qui valaient entre 100 et 500 millions d'euros, dans lesquelles nous investissions des tickets en equity compris entre 50 et 100 millions, avec une ambition claire, aider ces ETI à changer de taille critique, aider les ETI françaises ou francophones en tout cas à passer d'un statut de championne régionale à championne nationale, de championne nationale à championne européenne, et si la taille du marché mondial le permettait, de passer de championne européenne à championne mondiale. J'ai levé, avec, je dirais, l'accompagnement de Paul Desmarais et d'Albert Frère, on a levé un premier fonds de 600 millions d'euros en 2001. Et puis, nous avons levé ensuite 2 fonds successeurs, un fonds d'1 milliard en 2006 et un autre fonds d'1 milliard en 2013. Voilà, on a fait 38 opérations de LBO avec une équipe que j'animais d'un peu moins de 50 personnes, dont une quinzaine d'investisseurs. Voilà. On avait un tour de table très particulier. Le tour de table était essentiellement constitué de grandes familles industrielles francophones. Et à côté des familles Frères et Desmarais, nous avions des familles connues, Dassault, Peugeot, Arnaud, Halley, Mullier, Salière, Bettencourt, Foriel, Lestezay, Mérieux, Bouygues. Des familles qui avaient envie, au-delà du retour sur investissement efficace de nos fonds, d'aider et de donner un sens à leur épargne en aidant ces ETI à changer de taille critique et en leur apportant le bénéfice de leur réseau d'affaires dans les régions ou les secteurs d'expertise de ces familles. Voilà. En termes de parcours, donc en 20 ans, nous avons livré un peu plus de 22% de performance nette par an, tous les ans, performance moyenne, nette de tout frais, et nous avons livré un multiple de mise nette d'un peu plus que 2,2 fois la mise à nos investisseurs en moyenne sur nos 3 millésimes. Et pour ceux qui ne suivent pas le monde du private equity, c'est une très solide performance. Alors le monde du private equity est organisé en ligue quelque part. La Ligue 1, c'est ce qu'on appelle le premier quartile mondial. Il y a les 25% des meilleurs fonds sont appelés fonds du premier quartile et nous étions clairement un fonds du premier quartile mondial avec la performance historique affichée. Voilà. J'ai fait ça pendant presque 20 ans et j'ai quitté ces 2 familles fondatrices il y a 3 ans parce que j'avais envie de monter quelque chose de nouveau après un parcours plutôt très réussi avec ces familles. Et j'avais en fait une idée en tête. J'avais travaillé pendant plus de 30 ans pour des grandes familles industrielles ou des très grands institutionnels et j'avais fait un constat simple en fait. Si je prends le fonds Sagard, le dernier fonds Sagard, il faisait 1 milliard. Nous avions 25 sponsors, essentiellement des familles, qui avaient engagé entre 15 millions et 75 millions dans nos fonds. L'engagement moyen des familles était de 40 millions, unitaires par famille. 25 fois 40, c'est 1 milliard qu'on déployait sur 5 ans, à hauteur de 200 millions par an. Nous ne prenions pas de famille à moins de 15 millions par an. Pardon, à moins de 15 millions d'engagement. Pas du tout par arrogance, mais par souci de simplification. Nous avions beaucoup de demandes. Nous avions une capacité à déployer 1 milliard et pas plus, donc on était sursouscrit. Et on avait mis le ticket minimum à 15 millions parce que c'était plus simple de lever 1 milliard auprès de 25 familles que de le lever auprès de 250 ou 2500 familles. Donc, dans la mesure où nous étions performants et sursouscrits, on a mis un ticket unitaire élevé pour se simplifier la vie, tout simplement. Et en fait, c'est ce que font les fonds du premier quartile mondial. Si vous voulez investir dans un très bon fonds de private equity mondial, le ticket minimum unitaire va être au moins de 15 millions de dollars. Alors, l'unité de compte, c'est le dollar ou l'euro, ça ne change pas grand-chose. On va dire 15 ou 20 millions, c'est le ticket unitaire minimum pour entrer dans un fonds de la Ligue 1 du private equity mondial. Donc, le constat que j'ai fait, c'est que si je suis un client privé, je ne peux pas accéder à ces fonds. Le ticket unitaire, alors à moins d'être une famille extrêmement fortunée, une famille milliardaire,
qui quelque part est une espèce d'institution financière à elle-même. Donc je me suis dit, ce que j'aimerais faire, sachant que j'avais vu comment ces familles investissent, elles sont les familles qui m'accompagnaient pendant 20 ans, étaient très investies en private equity, elles avaient des équipes assez étoffées pour les aider à construire ces patrimoines en private equity, entre 5 et 50 personnes. Elles investissaient tous les ans entre 300 millions et 3 milliards par an. Et je connais les portefeuilles de ces familles et je me suis dit, j'ai un rêve en fait, c'est la révolution 1.0 d'Altaroc, c'est permettre à un client privé, à partir de 100 000 euros, parce que c'est le seuil minimum imposé par l'AMF, d'avoir un portefeuille de private equity mondial, diversifié, de qualité équivalente à celui des plus grandes familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans, sachant que ces familles, elles ont besoin d'engager non pas 100 000 euros, mais plutôt 300 millions minimum, qu'elles ont au moins 5 voire 10 personnes pour les aider à bâtir ces portefeuilles. La révolution 1.0 d'Altaroc que j'avais envie d'apporter au marché, c'est de permettre à des clients privés, par le biais de leur CGP, comme celui d'Emmanuel Nara ce soir, Haussmann Patrimoine, ou par le biais de leur multifamily office, d'accéder à une offre d'exception, de qualité institutionnelle, comme celle des plus grandes familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans. Donc la révolution 1.0 d'Altaroc, c'était ça. Alors, sachant que je ne voulais pas faire de clients B2C, donc on n'est pas équipé pour faire du B2C, c'était d'équiper en B2B2C des clients privés par leur CGP haut de gamme. Et donc, c'est le projet dans lequel je me suis lancé. Pour construire ce projet, alors j'ai parlé de ce projet il y a 3 ans à une personne pour qui j'avais travaillé il y a 30 ans, même 33 ans, Maurice Chéniaud. Donc, Maurice Chéniaud est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax. Il a créé en 1972, en sortant d'HEC et d'Harvard, Apax, avec Ronald Cohen à Londres, avec Alan Patrickhoff aux États-Unis. Et ils ont en 40 ans construit un des leaders mondiaux du private equity. Et j'avais travaillé pour Maurice il y a 33 ans, pendant 4 ans. Et donc, j'ai présenté mon projet à Maurice qui m'a dit, écoute, ton projet est formidable, j'adore ton histoire, faisons-le tous les deux. Alors, pour la petite histoire, au-delà d'avoir été un de ceux qui a introduit le private equity en Europe, parce que Maurice est une des figures de l'industrie, il a fait autre chose, Maurice. Et au-delà d'avoir piloté aux destinées d'Apax, il a fait autre chose. En 95, à peu près 30 ans de ça, il a eu une vision assez similaire à celle que je développe aujourd'hui, qui était que les clients privés ne pouvaient pas accéder à du très bon private equity parce que le très bon private equity institutionnel nécessitait des tickets d'entrée de 5 millions de francs il y a 30 ans. Et 5 millions de francs, c'était un gros ticket unitaire pour une famille. Et donc, il a eu une idée, alors un peu différente de la mienne, mais dans l'esprit similaire, permettre aux clients privés d'investir en private equity par la bourse. Et donc, il a créé une holding cotée qu'il a appelée Altamir. Il a levé à peu près 60 millions de francs, 10 millions d'euros pour créer cette holding cotée. Et cette holding cotée, elle avait une seule mission, co-investir de façon quasiment systématique avec Apax France. Donc, c'était facile parce qu'il était un des fondateurs mondiaux d'Apax et donc il pilotait aux destinées d'Apax France. Et donc, chaque fois qu'Apax France faisait un investissement, il invitait Altamir en minoritaire. Et chaque fois qu'Apax France cédait une participation, eh bien, Altamir, au lieu de distribuer le capital à ses investisseurs, le réemployait dans les deals futurs. Et l'investisseur d'Altamir, lui, trouvait sa liquidité, non pas par des distributions qu'on appelle liquidatives, mais par la cotation boursière. Voilà. Et donc, Maurice a créé de facto, je dirais, alors aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, à l'époque, ça n'avait pas de nom. Il a créé le premier fonds Evergreen coté de private equity en Europe, Altamir. Aujourd'hui, Altamir, c'est 1,3 milliard de fonds propres. Il a distribué sur 30 ans un peu moins de 400 millions de dividendes. Et donc, les investisseurs qui l'ont accompagné ont fait un multiple de mise absolument spectaculaire sur 30 ans. Un peu moins de 200 fois la mise. Et comme le dit Maurice, ça ne fait que 20% de TRI par an. Donc, aujourd'hui, Altamir, c'est un peu moins d'1,4 milliard de fonds propres. Maurice en a les 2 tiers. Il a l'essentiel de son patrimoine investi dedans. Et Maurice m'a dit, Fred, ton projet, c'est exactement la vision du mien il y a 30 ans. C'est sa version moderne, totalement digitale, multigérant, multi-pays, parce que Maurice a fait ça autour d'essentiellement un gérant, Apax, et essentiellement autour d'une géographie, la France, bien qu'il ait élargi à l'Europe un peu récemment. Donc Maurice m'a dit, ton projet est formidable, on le fait ensemble. Donc je me suis associé avec Maurice. Alors Altamir, qui est la société cotée, ce fonds de fonds coté autour d'Apax, est piloté par une société de gestion qui s'appelle Amboise, qui est donc la société de gestion est le gérant commanditaire de Altamir. J'ai rejoint Maurice au niveau d'Amboise comme directeur général. Je lui ai apporté mon projet et on a renommé mon projet Altaroc. Donc, il y a dans notre société de gestion Amboise, il y a 2 jambes. Il y a la jambe côté Altamir, dont le track record revient entièrement à Maurice. Je ne suis pour rien. Et j'ai apporté mon projet, donc Altaroc, c'est la partie non cotée de la société de gestion Amboise. Voilà. On a démarré ensemble en mai 21, il y a exactement 2 ans. J'ai passé 6 mois à bâtir une plateforme 100% digitale qui permette à des partenaires distributeurs comme Emmanuel Nara et Haussmann, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par Altaroc, de souscrire demain en 3 minutes chrono à un produit de private equity mondial et d'exception. Et rien que ça, c'est révolutionnaire parce que pour ceux d'entre vous qui ont été tentés de souscrire à des produits de private equity institutionnels,
le process de souscription est très long et très complexe. Et donc, on a aussi révolutionné ça. Donc, on a mis 6 mois à bâtir la plateforme. Je suis ensuite parti sur la route le 15 octobre 21 pour lever mon premier millésime de private equity, sachant que nous ne vendons pas aux clients privés en direct, nous vendons par le biais de partenaires distributeurs. Donc, il me fallait, pour vendre du private equity, convaincre une vingtaine de distributeurs, c'était mon ambition, les former au private equity, au front, au middle, au back, les convaincre de parler de ce produit à leurs clients privés, les accompagner souvent, comme ce soir, dans l'explication de texte du private equity, et enfin répondre aux questions que ces clients privés auraient ultimement avant de souscrire. Et on s'était dit avec Maurice, si on collecte sur 8 semaines, 15 octobre 21, 15 décembre 21, 20 millions d'euros, ce sera magnifique parce que le cycle de vente est long, le produit est nouveau et assez révolutionnaire, et donc il y avait un énorme travail d'évangélisation. Et nous avons collecté 270 millions de bulletins de souscription en l'espace de 8 semaines, ce qui est un chiffre. Alors, ce n'est pas un chiffre immense dans le monde institutionnel, mais c'est un chiffre très important dans le monde retail. Alors, on n'avait pas préparé cette volumétrie-là, on ne s'était pas préparé à cette volumétrie-là et on n'a pas eu assez de papier chez les gérants de private equity, chez qui on avait pré-réservé ou pré-souscrit. Et donc, on a clôturé le fonds à un peu moins de 200 millions par faute de papier. Voilà. Mais un peu moins de 200 millions en 8 semaines, fin 21, c'était une belle performance. On est parti sur la route l'année dernière. On a démarré notre millésime 2 le 1er avril 22. On l'a clôturé le 31 mars 23, il n'y a pas longtemps. Sur 12 mois, on s'était fixé une ambition de collecte à 500 millions d'euros et on a collecté juste un peu moins, un peu en dessous de 500 millions. Voilà. Et puis, on vient de lancer notre millésime 3 il y a un mois de ça et on a collecté un peu plus de 50 millions d'euros à date, ce qui fait que depuis octobre 21, nous avons collecté 700 millions d'euros à aujourd'hui, ce qui fait de nous, honnêtement, sur ce produit de private equity de qualité institutionnelle à destination des clients privés, le numéro 1 européen de l'activité. Dans l'intervalle, j'ai recruté 35 personnes. Donc, quand je regarde les équipes qui existaient chez Amboise, plus celles que j'ai recrutées, nous sommes 40 aujourd'hui. On ne fait qu'une seule chose, on fabrique un seul produit, qui est un produit d'exception de private equity mondial, un millésime, un portefeuille. Je vais expliquer comment on l'a construit. Voilà, donc vous avez à la tête de l'entreprise, je dirais, 2 jeunes entrepreneurs du private equity. Je fais ce métier depuis 33 ans avec une réputation institutionnelle assez solide. Maurice a inventé l'industrie il y a 50 ans. On se connaît depuis plus de 33 ans. On s'apprécie énormément. Et je dirais, comme dernier point, Emmanuel, qui est très important, Maurice et moi, on a investi 33 millions d'euros dans chacun de nos millésimes à nous deux. Donc, on a mis 33 millions en 21, 33 millions en 22, 33 millions en 23. Fin 23, on aura mis 100 millions à nous deux dans nos produits. Tout ceci pour vous donner une idée de l'engagement que nous mettons dans les produits qu'on fabrique parce qu'on pense que c'est la meilleure façon d'investir notre propre patrimoine. Voilà. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de l'équipe et de la façon dont on a construit notre histoire. Alors, je vais maintenant parcourir une présentation un peu plus structurée, si vous me permettez, Emmanuel, et ça va vous donner une idée de... Alors... Si vous me donnez une seconde. Voilà. Alors, on y est. Bon, je nous ai présenté, Maurice et moi. La société de gestion Amboise Partners, elle a toujours été très pionnière. Elle a lancé le premier fonds Evergreen coté en bourse de private equity Altamira, j'en ai parlé. On a lancé le premier fonds mondial millésimé de private equity en 2021. On a rendu ce produit éligible à l'assurance vie il y a quelques mois et Maurice a lancé la première fondation philanthropique de private equity. Pour ceux que ça passionne, on en reparlera hors ligne, offline, qui est tout à fait révolutionnaire aussi et il finance de façon philanthropique les mondes caritatifs de l'éducation grâce à la puissance du private equity, mais ce n'est pas l'objet de la conversation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, une petite idée de l'équipe que j'ai fait venir. Donc, il y avait, avant que je n'arrive chez Amboise, la société de gestion, une équipe dont l'essentiel du travail consistait à construire un reporting pour Altamira de qualité exceptionnelle tous les trimestres. Et donc, cette équipe qui est pilotée par Eric Sabia et Claire Pessard. Eric est le directeur financier d'Amboise Partners, de la société de gestion. Claire est la patronne du reporting de la société de gestion. Christina est la patronne de la comptabilité de la société de gestion et Florent, le patron de la comptabilité analytique des fonds et des fonds de fonds de la société de gestion. Donc, il y avait un très fort savoir-faire en matière de reporting de produits de private equity institutionnels. Ça, j'ai récupéré cette équipe parce que c'est un savoir-faire précieux. Ça veut dire que les clients d'Altaroc bénéficient d'un reporting de qualité institutionnelle, le même que celui de la société cotée. Et j'ai renforcé considérablement l'équipe. Donc, j'ai fait venir 2 patrons des opérations, 2 co-heads des opérations. Édouard Villiers, qui a travaillé de très nombreuses années chez JP Morgan Asset Management au niveau des opérations, et qui est co-head chez nous. Et l'autre co-head, c'est Christophe Bourdeau, qui était patron des opérations d'Apax Partners
et puis plus récemment, patron des opérations de Naxicap, un gros fonds de private equity français. Au niveau technologique, pour bâtir nos plateformes, j'ai demandé à Laurent Laloy de me rejoindre. Laurent était le Chief Technology Officer de Sopra, une des plus grosses SS2I françaises. Salma Moumen, en bas à gauche, est la patronne des projets chez Altaroc. Elle a passé de nombreuses années avec Edouard. Ils se connaissent de très longue date. Stanislas Almeida, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le patron du digital chez Altaroc. Stanislas est un entrepreneur du digital qui connaît intimement le monde des institutions financières et qui a exercé pendant de nombreuses années chez BPCE comme responsable du digital. Damien Hélène, au milieu en bas, certains d'entre vous le connaîtront. Damien était le rédacteur en chef de BFM Business jusque très récemment et j'ai recruté Damien il y a 2 mois pour nous accompagner à transmettre une information quotidienne de grande qualité sur les sociétés sous-jacentes de nos millésimes pour vous permettre à vous, clients privés, de comprendre ce qui se passe au quotidien dans les sociétés que nos fonds accompagnent, de façon à donner un sens à l'épargne que vous financez et que vous engagez chez Altaroc. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau de l'équipe commerciale, j'ai recruté une équipe assez costaud. Il y a 13 personnes aujourd'hui au niveau de l'équipe commerciale, sachant que je dois dire que les 3 premiers millésimes, je les ai pratiquement collectés seul, puisque l'équipe commerciale est arrivée récemment. Donc, on a une grosse équipe avec une patronne de la distribution, Aurélia Lovadina, qui était responsable de toute la distribution retail chez Natixis Investment Manager, qui est un des plus gros gérants d'actifs au monde, et on a recruté une très grosse équipe pour l'accompagner. Voilà. Alors, peut-être 2 mots, Emmanuel, sur le private equity, pour qu'on soit extrêmement clair ici. Le private equity, ça consiste à investir au capital de sociétés non cotées, sur des durées, je dirais, de 5 à 7 ans, avec 2 objectifs en tête. Le premier, c'est évidemment le gain en capital, donc essayer de faire une plus-value sur la durée de l'investissement. Et le deuxième, c'est d'accompagner l'équipe de management en lui apportant de la valeur ajoutée pour aider à créer de la valeur avec un apport en industrie ou un apport qui va au-delà de l'apport en capital sur toute une série de registres. Donc, participer à l'économie réelle, accompagner ces entrepreneurs, hommes ou femmes, pour créer de la valeur sur un horizon de 5-7 ans. Alors, vous pouvez le faire à titre personnel, ça s'appelle l'activité de business angel. Je ne le recommande pas trop, au-delà du bénéfice, au-delà du plaisir de le faire. Ce n'est pas très efficace et ce n'est pas très performant. La plupart de l'activité du private equity mondial est confiée à des gérants spécialisés, ce qu'on appelle les fonds de private equity, qui gèrent des enveloppes qui ont généralement des durées de vie de 10 ans et qu'on appelle des fonds. Donc, la société de gestion qui gère le fonds s'appelle un gérant de private equity. Le fonds s'appelle un fonds de private equity. Il a typiquement une durée de vie de 10 ans. Voilà. Et pour donner un petit ordre d'idée, Emmanuel, il y a 5000 fonds de private equity qui lèvent de l'argent dans le monde chaque année. Voilà, ça donne un peu une idée de la complexité et de la profondeur du marché. Alors, si je fais simple ce soir, il y a 4 segments dans le monde du private equity. Il y a le venture capital, ça consiste à accompagner, le plus souvent par des fonds ou des business angels parfois, en minoritaire, des entrepreneurs hommes ou femmes qui ont des business plans ambitieux à financer et qui veulent se faire financer au démarrage par des partenaires financiers majoritaires pour accompagner le développement d'un produit, d'un service ou d'une technologie. La plupart du temps, la société n'a pas de chiffre d'affaires. C'est une activité très risquée à laquelle nous ne participons pas parce que le taux de mortalité, quelque part, des sociétés sur les 5 premières années dans les meilleurs fonds de venture mondiaux est de 50%. 50% des sociétés vont faire faillite sur les 5 premières années de l'accompagnement de la vie d'un fonds. Voilà. Ce n'est pas un segment qui nous intéresse. Vous avez ensuite, pour des sociétés un peu plus mûres, qui font entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires, une phase d'accompagnement qu'on appelle le growth equity, le capital développement, qui consiste pour des fonds de private equity à accompagner en minoritaire des managers à nouveau, des entrepreneurs, plutôt des entrepreneurs que des managers d'ailleurs, hommes ou femmes, qui ont une technologie éprouvée, un service, un produit éprouvé et qui cherchent des partenaires en capital pour les aider à accélérer l'expansion de leur plateforme. Voilà. Ces sociétés sont pour la plupart en forte croissance, voire en hypercroissance. On parle de croissance comprise entre 20 et 100% par an. Et ces sociétés ont besoin de financement pour financer l'expansion géographique, l'expansion technologique, l'adjacence de nouvelles gammes produits ou de nouveaux territoires. Ces sociétés sont parfois rentables, mais pas toujours, parce qu'elles sont en mode d'investissement ambitieux. Et lorsque vous recrutez une équipe de 50 vendeurs pour développer un nouveau territoire, il lui faut 3 ans pour monter en régime. Et donc l'année 1 ou l'année 2, vous êtes en sous-rentabilité, mais les fonds vous accompagnent sur le financement d'un business plan. Le fonds est la plupart du temps minoritaire, accompagné des entrepreneurs qui pilotent ces projets. Pour des sociétés qui atteignent un certain stade de maturité, je dirais, sur des marchés plus mûrs, on n'est plus sur le financement de sociétés disruptrices, on est sur des sociétés qui croissent entre 3 et 20% par an, dont les marges d'EBITDA sont au nord de 10% par an. Vous avez là le financement, l'acquisition par des fonds de private equity en majoritaire cette fois-ci, aux côtés, je dirais, des managers plutôt que des entrepreneurs qui les ont créés.
Vous avez l'activité du leverage buyout, du capital transmission, qui est la partie la plus importante du monde du private equity, faite par des fonds majoritaires à côté d'équipes de management. Nous sommes, Altaroc, très impliqués sur le buyout, le LBO, et sur le monde du growth equity, growth capital. Voilà. Et vous avez enfin une activité qui est aussi faite par des fonds majoritaires, qu'on appelle le turnaround, le capital redressement, le capital retournement en français, qui consiste pour des fonds de private equity à accompagner des sociétés qui ont connu des moments heureux, des heures de gloire, mais qui connaissent à l'heure actuelle, au moment où ces fonds les accompagnent, des moments difficiles pour des raisons endogènes ou exogènes. Et le savoir-faire de ces fonds, qui est souvent un savoir-faire très opérationnel d'ailleurs, c'est d'aider les managers ou de les changer d'ailleurs de ces sociétés à les remettre sur pied. Voilà. C'est une activité assez risquée aussi avec un taux de casse important. Je dirais que la moyenne des fonds de retournement, c'est que la moitié des sociétés. Alors, on est sur des fonds qui accompagnent un petit nombre de sociétés parce que c'est très intense en ressources. On est sur 10 à 12 sociétés par fonds. La moitié de ces sociétés ne s'en sortiront pas et l'autre moitié des sociétés fera une performance importante. La volatilité, là aussi, est importante et chez Altaroc, on n'est pas exposé à ce secteur-là, qui, je le rappelle, est majoritaire. Alors, les deux segments sur lesquels nous sommes exposés, qui offrent à notre avis le couple risque-rendement le plus attractif, c'est le buyout, avec entre 10 et 30 sociétés par fonds de private equity, et le growth capital, avec plutôt 50 à 150 sociétés par fonds de private equity. Le buyout est majoritaire, le growth equity est minoritaire. Et le buyout consiste à acheter des sociétés dans plusieurs configurations, soit des grands groupes qui les vendent parce que ces sociétés sont perçues comme non stratégiques par ces grands groupes, soit des sociétés qui sont retirées de la cote par des fonds de private equity parce que les valorisations de ces sociétés cotées sont plus pertinentes, soit des fonds de private equity qui eux-mêmes vendent des participations, soit des sociétés familiales qui, à l'occasion du décès d'un patriarche femme, sont souvent enclins à vendre les sociétés à des fonds de private equity qui les rachètent pour accompagner la nouvelle génération et racheter les participations aux familles. Voilà un peu les quatre configurations dans lesquelles les fonds de buyout interviennent. Alors, une fois qu'on a dit ça, Emmanuel, qu'est-ce qui peut motiver un client d'Haussmann Patrimoine ou un prospect d'Haussmann Patrimoine à investir dans Altaroc? On a essayé de le simplifier en donnant 6 raisons. La première raison, c'est l'attractivité du couple rendement-risque du private equity. Alors, je voudrais que vos clients ou vos auditeurs repartent ce soir avec quelques idées simples. On a voulu illustrer ici la performance du private equity mondial et on a voulu la comparer à la performance des marchés cotés. Alors, je voudrais être très clair, le private equity est un produit qui exige une durée de détention comprise entre 5 et 10 ans. Donc, par construction, il est à moitié liquide quelque part, ou illiquide, alors que le produit coté a une liquidité à tout moment. Donc, on ne peut pas comparer totalement des pommes avec des pommes. C'est un peu une pomme avec une poire, mais néanmoins, ce qui est quand même intéressant, Emmanuel, c'est de comparer la performance sur longue période des marchés cotés. Alors, on a pris ici comme indice de référence l'indice MSCI, qui est un peu l'index de référence mondial, et on a comparé, donc en vert, on vous a mis la performance moyenne du private equity mondial, en gris, la performance des marchés cotés, et on vous a fait ça sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? On voit deux choses qui sont vraiment très intéressantes. La première, c'est que le private equity bat la bourse tous les ans. Donc, je voudrais être très clair ici, j'ai parlé de la bourse moyenne par rapport au private equity moyen. Il y a un écart de performance entre le private equity et la bourse de 5 à 7% par an, 500 à 700 bips par an tous les ans dans le monde. Voilà. Alors, il y a plein de raisons à ça, je vais pas les couvrir maintenant, mais la conclusion, c'est que sur longue période, un portefeuille de private equity moyen va largement surperformer un portefeuille coté moyen. Évidemment, le portefeuille de private equity suppose une durée de détention longue parce que ce produit est illiquide. On reviendra sur la durée de détention tout à l'heure. Donc, en valeur absolue, une surperf du private equity. Pardon, en valeur relative, une surperf du private equity. Et en valeur absolue, Emmanuel, ce qui est intéressant, c'est quel que soit l'horizon de détention, le private equity livre en moyenne entre 10 et 15% par an sur longue période, tous les ans, net de tout frais, net de carried interest. On va dire à peu près 12,5%. Donc, si vos auditeurs devaient retenir un chiffre, le private equity, en tout cas historiquement, le private equity moyen mondial a livré 12% et demi sur longue période. Dans un monde où les fonds euros rapportent à peine 2%, où l'inflation est comprise entre 6 et 8% dans le monde occidental, c'est clairement une performance très intéressante si on peut y avoir accès, surtout à un moment où les marchés cotés sont attendus à 5%, autour de 5% avec une vol très importante, une incertitude importante, où les produits à sous-jacent immobilier avec une hausse des taux à venir importante sont attendus en baisse. Le fait de pouvoir investir sur des sous-jacents qui rapportent entre 10 et 15% par an en valeur absolue est extrêmement attractif. Voilà. Alors, je vous ai mis ici un autre graphe, Emmanuel, qui représente les mêmes chiffres
en France. Alors, ce n'est pas capturé par le même institut. Les chiffres mondiaux sont mesurés par Cambridge Associates, qui est l'institut de tutelle du private equity mondial. Les chiffres que je vous ai indiqués ici sont très différents. Ils sont produits pour France Invest, qui est l'institut de tutelle des fonds de private equity français, et ils sont faits par Ernst & Young. Et je les ai malheureusement que sur 15 ans, parce qu'il y a 20 ans, Ernst & Young ne les capturait pas. On voit ici que le private equity moyen français sur les 15 années passées a livré 12,2, quand la bourse a livré 5%, c'est les tout derniers chiffres. Donc on retrouve aussi ici, Emmanuel, cette surperf que j'ai indiquée à 7%, on la retrouve. Donc ce que j'ai indiqué sur les marchés mondiaux se vérifie en France aussi. Et la performance absolue du private equity mondial qui était à 12,5, on la retrouve exactement à 12,2 en France. Donc ces chiffres-là, 5 à 7% de surperf et 12,5% de perf moyenne du PE, vous pouvez les translater sur à peu près toutes les géographies occidentales. Voilà. Alors, il y a autre chose que les gens mesurent moins, c'est la volatilité. L'autre attrait du private equity, c'est qu'il est considérablement moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Donc, on vous a graphé ici, Emmanuel, sur les 45 années passées, la performance moyenne mondiale du private equity année par année. Donc, c'est la performance de tous les millésimes nés dans les années que nous avons mis sur le graphe. Donc, on voit deux choses que je trouve très intéressantes. La première, c'est que le private equity est structurellement beaucoup moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Alors, il y a de la volatilité, Emmanuel, parce que vous avez de la volatilité sur tout produit financier de nature organique quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 45 années passées, le private equity, la moyenne du private equity n'a jamais livré moins de 5% dans le monde. Jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun fonds de private equity n'a fait moins de 5%, mais la moyenne du marché du PE, il n'y a pas une année où elle a fait moins de 5%. Et ça n'est arrivé qu'une fois. Donc, en termes de vol, c'est beaucoup moins volatile que les marchés boursiers qui ont connu des années à moins 40. Alors, ça m'amène à l'autre élément intéressant, qui est au-delà du fait que le private equity est moins volatile, il est moins corrélé, il est décorrélé des marchés boursiers. Et je voudrais illustrer ici un point important. Si on prend les 3 grandes crises économiques majeures qu'on a connues sur les 50 années passées, 91, la crise des savings and loans aux US, 2001, la bulle Internet et l'effondrement des tours du 11 septembre, qui sont 2 crises différentes, mais dont l'impact était considérable, avec un CAC qui a fait moins 50 en 3 mois. Et puis 2008, évidemment, la crise des subprimes et la crise de Lehman avec un CAC qui a à nouveau fait moins 50. Bon. Le private equity, qu'est-ce qu'il a fait dans ces moments-là? Eh bien, incroyable. Le private equity mondial en 2001, pour les millésimes nés en 2001 ou pour les millésimes nés en 2008, il a fait plus de 20% de rendement net de tout frais par an. Donc, au moment où le cycle économique est le plus dur, où les marchés cotés font entre moins 30 et moins 40 ou moins 50, le millésime de private equity né en ces millésimes-là fait plus de 20% par an. Pourquoi cette décorrélation? Eh bien, pour 2 raisons. Si je prends, et j'étais à la tête de Sagar à ce moment-là, si je prends le prix d'une belle boîte industrielle en 2007, on va prendre une boîte industrielle qui faisait, 500 millions de chiffre d'affaires, qui faisait 10% de marge d'EBITDA, 50 millions d'EBITDA et qui croissait à 5% par an. Cette société, en 2007, elle valait 12 fois l'EBITDA et je pouvais mettre entre 5,5 et 6 fois de levier dessus. Et donc, elle valait 12 fois 50, elle valait 600 millions de VE, valeur d'entreprise. La même société en 2008, son EBITDA a été abîmé par la crise. Alors, je prends l'exemple d'une belle boîte industrielle. En moyenne, il a perdu 20%, il est à 40 millions. Par contre, la société, elle ne vaut plus du tout 12 fois l'EBITDA, elle vaut plutôt 7 fois l'EBITDA parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. D'abord, il y a moins de dettes, il y a plus de 2 fois et demi ou 3 fois de dettes, et il n'y a plus d'acheteurs. Il y a moins de concurrence. Le marché est considérablement moins compétitif. Il n'y a plus que quelques fonds courageux qui osent investir. Et donc, cette société, on va la payer 7 fois 40, 280 millions, la moitié du prix de l'année d'avant. Entre la baisse de l'EBITDA et l'effondrement des multiples, vous avez un moment d'opportunité qui est intéressant pour les fonds de private equity courageux qui ont osé acheter des beaux actifs à ce moment-là du cycle. Et ils ont bénéficié de la meilleure performance de la décade. Donc, que ce soit les fonds investis en 2001 ou les fonds investis en 2008-2009, ça a été, et de très loin, le meilleur moment du millésime en termes de performance sur la décade en cours. Alors, on reparlera tout à l'heure, peut-être, Emmanuel, du bon moment pour investir en private equity. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque nous sommes entrés dans des phases historiquement complexes économiques, ça a été pour les fonds de private equity courageux et disciplinés une fenêtre d'opportunité intéressante. En tout cas, si je conclus sur cette slide, c'est moins volatile que ne le sont les marchés cotés, considérablement moins volatile, jamais de retour négatif sur 50 ans, et décorrélé des marchés, donc très diversifiant. Ça nous amène... Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, Emmanuel, pourquoi le private equity surperforme les marchés boursiers. Pour ceux qui sont intéressés ou passionnés, on se fera une autre conférence. Il y a plein de raisons structurelles qui expliquent la surperf du private equity par rapport au marché coté. Et pour avoir été opérateur de private equity pendant plus de 30 ans, moi-même, je l'ai expérimenté en live, mais je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est la deuxième raison,
c'est que les familles les plus fortunées du monde, elles investissent considérablement en private equity. Alors, c'est ce que j'ai appelé la deuxième raison d'investir pour vos clients, vos prospects. Les family office aux US, qu'on définit comme détenant plus de 200 millions de patrimoine liquide, 200 millions de dollars de patrimoine liquide, sont aujourd'hui équipés à 32% de leur patrimoine total en private equity. Pourquoi? Pour 3 raisons simples, Emmanuel. C'est surperformant par rapport au marché coté, c'est beaucoup moins volatile et c'est totalement décorrélé. Il y a 10 ans, ces familles étaient exposées à 25-26% de leur patrimoine total en PE. Aujourd'hui, on est plutôt à 33% de leur patrimoine. L'actif numéro 1 de ces familles, c'est le private equity pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. Alors, l'AMF me demande de préciser à chaque fois, la performance passée ne garantit en rien la performance future, tout à fait. Néanmoins, ces familles, à la lumière de la surperf des marchés de private equity, de leur moindre volatilité et de leur décorrélation diversifiante, ont décidé de s'exposer à pratiquement un tiers de leur patrimoine en PE. On parle de familles très aisées qui n'ont pas de contraintes financières, pas de contraintes alimentaires et pas de contraintes réglementaires. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Emmanuel, je voudrais mettre les choses en perspective. Aujourd'hui, donc on va dire qu'une famille très fortunée a plus de 30% de son patrimoine en private equity. Si je prends 2 autres références qui sont intéressantes, je prends JP Morgan, qui est peut-être la banque privée US la plus sophistiquée. JP Morgan, c'est 500 milliards sous gestion. Aujourd'hui, le client moyen de JP Morgan, il a 20% de son patrimoine en private equity. La gestion de fortune de JP, c'est 100 milliards de stocks en PE sur 500 milliards d'assets. Si je prends Pictet, Emmanuel, qui est un peu le JP Morgan européen, Pictet, c'est 200 milliards sous gestion et à peu près 38 milliards en private equity. Allez, 19% de taux d'équipement en private equity. Donc le client de Pictet, il est à 19-20% en PE, le client de JP, il est à 20%, et la famille très fortunée, elle est à 30% plus. Où est le client français? Le client français, il est très peu équipé. Il y a aujourd'hui en moyenne 1000 milliards de stocks de gestion privée haut de gamme en France, 100 milliards chez les CGP, 900 milliards chez les banques. Le stock de private equity détenu par les clients privés est inférieur à 7 milliards. On est à moins de 1% d'équipement. Le marché n'a pas démarré parce qu'il n'y avait pas d'offre accessible. Voilà. Donc, ces familles fortunées sont très équipées aujourd'hui. Elles ont accès parce qu'elles en ont les moyens à des produits d'exception. Le client privé n'en avait pas les moyens. Alors, la troisième raison qui peut motiver le client Haussmann Patrimoine à investir en private equity, c'est la suivante. Je vous ai expliqué tout à l'heure, et je le remets ici en gris clair, la performance moyenne du private equity sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en gris, on vous a mis la performance moyenne des marchés cotés. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le PE bat la bourse de 7% par an en moyenne. Et il livre en moyenne 12,5% par an sur 20 ans. OK, ça c'est une chose. La deuxième chose, et c'est la nouvelle idée ici, je vous ai mis en vert foncé la performance de ce qu'on appelle le premier quartile mondial. Ça, c'est la performance de la Ligue 1 du private equity. Alors, c'est celle auquel le fonds que j'ai piloté appartenait. C'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux. On va dire que c'est les 1000 meilleurs fonds de chaque année. Le premier quartile mondial de private equity a livré sur les 20 ans passés entre 20 et 24% par an. Et donc, le Graal absolu en private equity, et c'est la promesse d'Altaroc, c'est de vous permettre d'investir dans les fonds du premier quartile mondial, dont la surperformance par rapport à la moyenne du private equity est très importante. Le premier quartile mondial, on l'a dit, 20 à 24%, ça veut dire à peu près 15 points de plus, 15% de plus que les marchés cotés. 1500 bips de plus que les marchés cotés moyens. Mais surtout, le premier quartile de private equity, c'est en moyenne 800 bips de plus, 8% de plus que la moyenne du marché. Sur les marchés cotés, entre un très bon gérant coté et la moyenne du marché, vous avez au maximum 150 bips d'écart sur des durées longues. En private equity, cet écart de moyenne est beaucoup plus important. Vous avez en moyenne 800 points d'écart entre le premier quartile et la moyenne du marché. Donc, la troisième raison d'investir dans Altaroc, c'est que notre promesse, c'est de vous construire un portefeuille qui annuellement va vous exposer au premier quartile mondial de private equity, dont la surperformance par rapport au marché coté moyen est très importante sur des durées longues. Donc, c'est la raison 3 d'investir chez nous, c'est cette promesse que nous allons construire pour vous tous les ans, un portefeuille de 6 gérants du premier quartile mondial. Alors, pour ceux qui me posent souvent la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas nous-mêmes? Vous n'y arriverez pas pour plusieurs raisons. D'abord, le ticket unitaire, et c'était le point que je faisais à Emmanuel en début de présentation, le ticket unitaire d'investissement chez ces gérants est très élevé. On parle d'un ticket unitaire minimum à 15 millions de dollars, plutôt à 30 ou 40 chez les très bons gérants. La deuxième chose, et vous aurez du mal à me croire, c'est que ces fonds sont totalement sursouscrits. Contrairement au marché coté, quand Fidelity lance un nouveau fonds, Fidelity lance un fonds de transition énergétique, ils ambitionnent de lever 2 milliards, il y a de l'appétit pour 10 milliards, ils prennent les 10 milliards.
Dans le monde du private equity, Emmanuel, ce n'est pas le cas. Quand un fonds de private equity annonce qu'il a un hard cap à 2 milliards, c'est qu'il s'est déployé 2 milliards au niveau de performance qu'il a, en tout cas, il espère au même niveau de performance que sa paire historique. S'il y a de l'appétit pour 4 milliards, il ne va pas les prendre. Il va faire un cut-off et il va prendre la moitié de ses souscriptions. Eh bien, ces fonds de private equity, de premier quartile de private equity mondial, sont totalement sursouscrits. Il n'y a pas de place. Même si vous avez les quantums nécessaires pour y investir, vous ne pouvez pas rentrer chez ces fonds qui ont même du mal à satisfaire la demande de leurs clients institutionnels existants. Donc, vous avez ce qu'on appelle un taux de re-up, un taux de réinvestissement qui est de 100%. Ces fonds de private equity institutionnels de premier quartile, la Ligue 1 du private equity mondial est totalement sursouscrite. Ensuite, ces gérants sont durs à identifier, l'essentiel est hors de France. Et enfin, ces gérants privés ne sont pas intéressés à faire entrer des clients privés en direct. Ils n'ont pas les licences pour le faire, ils n'ont pas la technologie pour les gérer et ils n'y ont pas intérêt. Donc ça ne les intéresse pas, ils préfèrent gérer comme nous chez Sagard 25, 50 ou 100 clients institutionnels avec des tickets moyens très importants de 50 à 500 millions plutôt que de gérer des petits clients retail entre guillemets. Donc ces fonds d'exception, vous aurez un mal fou à rentrer chez eux pour toutes les raisons que j'ai évoquées, si tant est que vous les connaissiez et que vous réussissiez à les identifier. Alors, l'équipe de sélection des fonds chez nous, elle est assez costaud. Maurice et moi, Maurice fait ce métier depuis 50 ans, moi depuis 33 ans. On était patron de très grands fonds mondiaux, de réputation mondiale, on connaît intimement l'écosystème. On est assisté aujourd'hui de Dimitri Bernard. Dimitri a passé 5 ans chez Ardian, qui est un très gros fonds mondial, puis 5 ans chez Indosuez, à la banque privée, où il était responsable de la sélection des fonds de Private Equity Europe. Et nous venons de recruter tout récemment un 4e collègue, Louis Flamand. Louis était jusque tout récemment le patron du private equity chez un des plus gros instituts mondiaux, chez MetLife. Et Louis pilotait un portefeuille de fonds de 20 milliards dans lequel il réallouait entre 4 et 5 milliards nouveaux tous les ans. Donc lui nous rejoint dans un mois. Voilà, vous avez une équipe très costaud qui connaît intimement le monde du private equity. Nos critères financiers de sélection des gérants sont très simples. On veut des gérants drastiques mais simples. On veut des gérants qui ont au moins 25 ans d'histoire, parce qu'on pense qu'il faut 25 ans pour faire un très très bon gérant. Donc on veut des gérants qui ont traversé des crises dures et qui ont pu nous démontrer comment ils ont su naviguer ces crises difficiles. On veut des gérants qui nous ont démontré qu'ils ont su passer la main, que les fondateurs qui ont démarré ces fonds il y a 30, 40 ou 50 ans ont su passer la main à des générations nouvelles, de nouveaux partenaires hommes ou femmes. C'est fondamental parce que ce sont eux et non pas les fondateurs qui vont gérer nos capitaux et les vôtres. Et enfin, on veut s'assurer que ces firmes ont mis en place sur 25 ans et on pense qu'il faut 25 ans pour le faire, les cultures, les process, les gouvernances nécessaires pour que la firme soit supérieure à la somme des partenaires. Enfin, on n'accompagne que des fonds de plus d'1 milliard parce qu'on pense qu'en dessous d'1 milliard, c'est trop intuitu personae. Quand je suis parti de Sagard, eh bien, la levée du fonds d'après a été compliquée. On n'a pas envie de s'exposer à ce genre de risque intuitu personae. Donc, on a choisi de mettre la barre à 1 milliard. On n'accompagne que des fonds d'1 milliard et vous verrez dans le millésime 23, nous n'avons pour l'instant accompagné que des fonds qui levaient au moins 5 milliards. Voilà. Alors après, on a évidemment plein de critères extra-financiers. Donc, on a des critères financiers pour s'assurer que le fonds est premier quartile mondial. Et lorsque ces fonds lèvent de l'argent, on va passer un mois dans la data room, notamment Dimitri et moi, à analyser par le menu détail la performance par partenaire, par région, par secteur. Mais au-delà de ces analyses-là, on va passer surtout 3 mois avec les 15 partenaires clés de chaque fonds, Maurice, Dimitri et moi, et demain Louis, pour comprendre leur stratégie, la qualité de l'équipe, la cohérence de l'équipe, la cohésion de l'équipe, l'investissement de chacun, la répartition du carried interest, leur track record personnel, leur stock, leur portefeuille, la création de valeur, les équipes opérationnelles, les équipes industrielles de ces fonds. Donc, on va faire un travail très fouillé pour comprendre par le menu détail. En fait, on se pose une seule question, si vous voulez. Est-ce que la qualité des équipes, la stratégie, la vision, nous permet d'avoir un bon niveau de confiance sur le fait que la perf historique donne une bonne idée de la perf future? C'est ça qu'on essaye de faire, en fait. Voilà. Et je pense que vous avez une équipe de professionnels très respectés et très aguerris qui fait ça depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est la 3e raison de venir chez nous. C'est qu'on bâtit des portefeuilles d'exception exposés au premier quartile du private equity mondial et que c'est difficile et complexe de se bâtir ces portefeuilles. Alors, la 4e raison, elle mérite 5 minutes, Emmanuel. La révolution 1 d'Altaroc, c'était quoi? J'avais un rêve. Je voulais permettre à un client privé, à partir de 100 000 euros, parce que c'est la contrainte AMF, on ne peut pas faire ça en dessous de 100 000, de se bâtir un portefeuille d'exception en private equity mondial, sans équipe, en s'appuyant sur nos équipes, et avec 100 000 euros, alors que les plus grandes familles faisaient ça avec au moins 300 millions par an, et au moins 15 personnes. Ça, c'était la révolution 1 d'Altaroc. La révolution 2 d'Altaroc, et on l'a fait, enfin, on a démontré qu'on l'avait fait, la révolution 2 d'Altaroc, Emmanuel, c'est que
C'est une chose de promettre à vos clients qu'on va bâtir des portefeuilles d'exception pour eux, mais ce n'est pas suffisant en fait. Ce qui est encore mieux, c'est de les faire entrer dans un portefeuille qui existe déjà. Je m'explique. Quand je suis parti sur la route avec le millésime 1 ou le millésime 2, ou même le millésime 3, on va en parler tout à l'heure, 60% de notre portefeuille était déjà constitué de gérants chez qui nous avions souscrit. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que tu as souscrit, ou comment est-ce que vous avez souscrit, alors que vous n'aviez pas encore démarré la collecte du millésime Altaroc? C'est très simple. J'ai un sponsor qui s'appelle Maurice Chéniaud et Altamir, et qui nous permettent, parce qu'eux pré-souscrivent avant les clients privés, donc Maurice et Altamir vont pré-souscrire, en l'occurrence ici 250 millions d'euros dans ce millésime 3, non pas pour démontrer à vos clients privés que Maurice, Altamir et moi, on y croit, mais pour me donner les moyens, à mon tour, de souscrire chez 3 gérants d'exception sur les 6 et offrir à vos clients privés une visibilité assez exceptionnelle. Nous avons déjà souscrit aujourd'hui chez 3 gérants que je vais présenter tout à l'heure, Emmanuel, d'exception, qui constituent déjà les piliers essentiels du portefeuille. Donc, la révolution 2.0 d'Altaroc, c'est la visibilité qu'on est capable de donner à vos clients privés. On est parti sur la route avec un millésime d'exception qui est déjà construit pour l'essentiel. Voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les mérites d'Altamir et sa force. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de fonds propres, c'est 30 ans de track record, et c'est un portefeuille essentiellement tourné autour d'Apax et de co-investissement à côté d'Apax, mais c'est une puissance financière institutionnelle qui nous permet de, alors, en anglais on appelle ça de préfinancer, de seeder nos millésimes, et ça permet à vos clients privés d'avoir confiance dans le fait qu'un institut de référence a préfinancé l'essentiel de nos millésimes. Voilà. Alors je passe sur la perf historique d'Altamir, j'en ai parlé en détail. La 5e raison, Emmanuel, qui peut intéresser vos clients, c'est que, alors si je me suis à peu près bien expliqué, investir dans un fonds mondial de premier quartile, c'est dur. Investir dans 6 fonds de premier quartile mondial, c'est très très dur à trouver, c'est très dur à sourcer, c'est très dur à craquer, et l'accessibilité est difficile. Mais nous, on va essayer de faire encore mieux, Emmanuel. On va bâtir un portefeuille cohérent de 6 fonds de premier quartile mondial. Donc, on ne va pas uniquement empiler 6 fonds dans le même secteur, dans la même géographie. On va créer un portefeuille avec des vraies convictions, exactement comme le font les plus grandes familles mondiales ou les plus grands instituts quand ils investissent en private equity. Et c'est ça que j'aimerais expliquer, et je pense que c'est un point très important. On va construire un portefeuille avec des très fortes convictions. Maurice et moi, on a des fortes convictions. Et donc, le client de Haussmann Patrimoine ou le prospect de Haussmann Patrimoine, s'il investit dans un millésime Altaroc, il aura un portefeuille à forte conviction qui aura été bâti. Alors, j'explique. On a déjà 3 convictions de base quand on bâtit un portefeuille. La première, on connaît le monde entier du private equity, on connaît tout le monde, on voit pratiquement tout le monde. Alors, on ne voit pas les 5000 gérants, Emmanuel, parce qu'il y en a qui ne nous intéressent pas, ils sont trop petits, mais les autres, on les voit pratiquement tous et on les connaît tous. Et on les benchmark, on les compare. Et règle numéro 1, on investit chez les gérants les plus performants au monde. OK. Identifier ces gérants et investir chez les meilleurs gérants, ça paraît simple, c'est en fait très complexe. L'accès à l'information est très opaque. Le private equity est un petit monde institutionnel très opaque, très fermé, dans lequel il est déjà très dur d'avoir de l'information, encore plus dur de la comprendre pour les non-initiés. Et si tant est que vous ayez accès à l'info et que vous la compreniez, encore plus difficile de souscrire et d'avoir des accès. Donc ça, c'est la règle 1. La règle 2, c'est de bien choisir ses verticales. Donc, je l'ai dit en introduction, on est concentré sur le LBO et le growth equity. On ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround. Alors, j'aurais dû expliquer, on ne fait pas d'immobilier, ce n'est pas notre métier, on ne fait pas de dette, on ne fait pas de crédit, on ne fait pas de mezzanine, on ne fait pas de cash management, on ne fait pas d'infra, on ne fait pas d'impact. On ne fait pas de venture, on ne fait pas de turnaround, on ne fait pas de special situation. On fait 2 choses essentiellement, qui sont les verticales les plus attractives du private equity en termes de couple rendement risque, du buyout et du growth equity. Voilà. Et c'est très important cette segmentation pour se positionner sur les meilleures verticales du PE mondial. Et enfin, on bâtit chaque année un portefeuille diversifié. Parce que même un gérant prodigieux peut connaître des défaillances, donc vous devez avoir un portefeuille diversifié. Alors la question, c'est combien de fonds faut-il dans un portefeuille annuel pour être suffisamment et efficacement diversifié? Alors, Maurice et moi, on a une conviction, il en faut 6. 4 gérants de buyout, 2 gérants de growth. Ça vous fait entre 300 et 400 sociétés par millésime, sur 3 continents, Europe, US, Asie, sur 6 gérants, sur 2 mondes que sont le buyout et le growth. Autour de 300 à 350 sociétés sous-jacentes, ça suffit largement pour être diversifié. Si vous mettez plus de gérants, vous allez à peine, sachant que, souvenez-vous Emmanuel, il n'y a pas un gérant qui a fait moins de 15%, pardon, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, je n'ai pas insisté, au-delà de la longévité qu'on exige de nos gérants, sur 25 ans, on a évidemment un critère de track record et de performance. On veut que sur les 20 années passées, chacun de nos 6 gérants n'ait jamais fait moins de 15% de rendement net par millésime. Il n'est jamais fait moins de 2 fois la mise net cash on cash sur aucun millésime. Donc, on va vous choisir dans un millésime donné 6 gérants qui n'ont jamais livré moins de 15% de TRI net sur aucun des millésimes des 20 années passées. Si je vous mettais plus de gérants,
Ça vous donnerait le sentiment que le portefeuille est plus diversifié. Néanmoins, ça moyennerait à la baisse la performance. Si je vous mets 30 gérants, je vais moyenner vers la moyenne de l'industrie. On va tendre vers les fameux 12,5. Or, notre mandat, notre raison d'être, c'est de vous exposer à la Ligue 1, idéalement en tout cas vers ceux des gérants qui ont livré 20% historiquement. Donc, notre conviction, c'est qu'un portefeuille high conviction bâti autour de 6 gérants de buy and growth mondiaux, c'est la meilleure façon de s'exposer. Alors, comment on choisit nos gérants? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, 25 ans de track. Si je fais simple, Emmanuel, il y a 5000 fonds qui lèvent tous les ans. On veut des fonds qui ont au moins 25 ans de track record, qui sur les 20 ans passés ont livré aucun millésime qui a fait moins de 15% de TRI net, aucun millésime qui a fait moins de 2 fois la mise cash en cash, et qui font au moins 1 milliard de taille par fonds, parce qu'on ne veut pas s'exposer à un risque d'intuitu personnel et de sensibilité personnelle. Il va rester à peu près 150 gérants par an. On va ensuite appliquer 2 filtres, Emmanuel, un filtre géographique et un filtre sectoriel. Tout comme quand vos clients investissent sur les marchés cotés, vous échangez avec eux sur quelle région est-ce qu'on veut être exposé, sur quel secteur est-ce qu'on veut être exposé en private equity, c'est pareil. Alors, les géographies. Le meilleur du private equity mondial, il est américain. Ce n'est pas un avis que je donne, c'est un fait. Le premier quartile américain, il a livré sur les 20 ans passés entre 25 et 30% de rendement net par an, quand le premier quartile de private equity européen a livré entre 18 et 22, et le premier quartile asiatique entre 10 et 12. Si je fais simple, il y a à peu près 7 points de surperf US par rapport à Europe et à peu près 7 à 8 points de surperf Europe par rapport à Asie. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus smart, parce qu'ils ont démarré avant. Le private equity, c'est un métier de compagnonnage. Il y a tout un écosystème aux États-Unis qui est fait pour ça. Les US ont démarré il y a 60 ans, l'Europe il y a 40 ans, l'Asie il y a 15 ans. Et donc, les US sont plus performants que l'Europe, qui est bien plus performante que la Chine ou l'Asie. On veut s'exposer à 40% aux US, enfin US, Amérique du Nord, Canada, à 40% à l'Europe et à 20% Asie, Israël, si on trouve des gérants dans ces juridictions. L'année dernière, on n'a pas pu aller, parce que j'ai oublié de dire que quand on veut rencontrer Maurice et moi et Dimitri, les 15 partenaires clés d'un fonds, on va les rencontrer chez eux. On n'a pas pu visiter l'Asie l'an passé, donc on n'a pas fait de fonds asiatiques. Et à ce moment-là, on a fait 50 US, 50 Europe. Voilà, donc un fort prisme États-Unis où se trouvent les meilleurs gérants. Sur les secteurs maintenant. Le monde du private equity est cher, de plus en plus cher. Les multiples d'EBITDA payés par les fonds de private equity sont élevés. Alors, certains disent trop élevés. Je ne suis pas convaincu de ça. Ça fait 20 ans qu'on dit que les prix vont baisser. Ça fait 20 ans que les prix n'ont pas baissé, voire à la marge. Par contre, ce qui est important, c'est de se prémunir contre le fait qu'ils pourraient baisser les multiples. Et donc, il y a 2 façons de faire. Soit vous arrêtez d'investir en attendant que les prix baissent, vous risquez d'attendre longtemps. Et surtout, dans un monde où l'inflation est entre 6 et 8, ça vous coûte d'attendre aujourd'hui. Option numéro 2, vous choisissez de vous surexposer à des segments du marché qui vont surperformer le PIB mondial. C'est ce qu'on a fait. C'est cette surcroissance qui va vous protéger parce que quand vos portefeuilles croissent en sous-jacent à 15% par an, c'est la meilleure protection contre une baisse des multiples de 10 ou 15%. Donc, le portefeuille en termes d'exposition sectorielle, on est exposé au monde du logiciel. Alors, essentiellement des éditeurs logiciels sur le cloud en mode SaaS, c'est-à-dire qui vendent de l'abonnement et non pas des logiciels en franchise. Ça représente à peu près 50% du portefeuille. J'expliquerai la beauté de ces modèles économiques tout à l'heure. Ce sont des sociétés qui ont basculé il y a 4-5 ans sur la vente de licences à la vente d'abonnements sur le cloud en SaaS et qui sont les nouvelles rentes digitales de demain avec des taux de désabonnement extrêmement bas, des intensités capitalistiques extrêmement faibles. Et les valeurs stratégiques sont très importantes parce qu'il y a peu d'acteurs qui ont su créer les plateformes technologiques pertinentes pour qu'elles soient exploitables sur le web. On est ensuite exposé à 20% au monde de la santé. Et enfin, à ce qu'on appelle les places de marché digitales à 30%, celles qui traitent des clients privés, ce qu'on appelle le monde du B2C, le monde du retail à 10%, et celles qui traitent des professionnels de ce qu'on appelle les places de marché B2B, les places de marché professional services à hauteur de 20%. Ces 4 allocations sectorielles et ces 3 allocations géographiques ne sont pas exactement celles de chacun de nos 6 gérants. On va aller chercher, par exemple, un acteur champion en Europe du logiciel. On va aller chercher un acteur champion aux US du logiciel. Mais ce qu'on vous livre, c'est un portefeuille qui sera exposé dans sa constitution, dans sa globalité consolidée, à cette exposition sectorielle et cette exposition géographique. C'est comme ça qu'on bâtit nos portefeuilles. Alors, si je viens au détail, Emmanuel, du millésime 23 qu'on commercialise avec vous aujourd'hui. L'ambition de collecte de ce millésime, elle est de 500 millions. Vos clients peuvent souscrire de plein de façons distinctes. Ils peuvent souscrire en direct, ils peuvent souscrire en compte titre, ou ils peuvent souscrire par le biais d'une assurance vie ou d'un contrat de capital luxembourgeois, sachant que nous sommes référencés chez tous les acteurs luxembourgeois.
Le montant minimum de souscription, il est de 100 000 euros. C'est ce qui est imposé par l'AMF, sachant que ces 100 000 euros sont tirés sur 5 ans à hauteur de 20% par an. Donc, un engagement chez Altaroc, c'est 20 K euros par an. Au niveau de la facturation, alors, on facture aujourd'hui sur un client qui engage entre 100 et 500 000 euros, on facture 2,5% sur l'engagement sur les 5 premières années, puis sur l'actif net sur les 5 années qui suivent. Et pour un client qui engage 3 millions d'euros, on facture 1,65 par an sur les 5 premières années, sur l'engagement, puis sur l'actif net. Le partenaire distributeur peut prendre jusqu'à 4% de frais d'entrée. Alors, je voudrais donner un éclairage important, Emmanuel, sur ces frais. Lorsque vous êtes une famille ou lorsque vous êtes un institutionnel qui se bâtit un portefeuille de private equity, vous avez des équipes pour faire ça. Des équipes de sélection, des équipes de diligence, des équipes de gestion. Il faut gérer les appels de fonds. Un fonds de private equity va vous faire entre 5 et 10 appels par an. Si vous avez un portefeuille de private equity de 6 fonds, vous aurez entre 30 et 60 appels par an. Il faut gérer ces appels de fonds, il faut gérer le reporting, il faut produire des reportings. Dit autrement, ça coûte de se construire un portefeuille diversifié de private equity. Aujourd'hui, avec cette facturation-là, nous sommes à peine rentables. On est 40 personnes chez Altaroc et on a une infrastructure et une usine qui est faite pour gérer plutôt 3 à 4 milliards que les collègues de 500 millions. Je le mentionne parce que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des frais. Il y a des frais parce que pour se bâtir ce portefeuille diversifié, même les plus grands instituts ont des frais. Ils ont des frais qui varient entre 50 et 150 bips parce qu'ils souscrivent à des très gros volumes. Et donc, il y a un écart entre la perf brute des fonds et la perf nette du portefeuille parce que ça vous coûte de bâtir un portefeuille clé en main avec toutes les vertus qu'on y apporte. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on dépense à peu près 13 millions de coûts opérationnels par an. On dépense 3 millions de CAPEX sur l'informatique par an. Ce qu'on fait est complexe. Et eh bien, nous sommes une des rares machines et une des plus complexes et une des plus sophistiquées en Europe à servir les clients privés avec une infrastructure de qualité institutionnelle. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Emmanuel, que l'intérêt d'Altaroc, c'est qu'on donnait de la visibilité dès le lancement du millésime. Nous avons lancé notre millésime 3 il y a un mois et on a déjà souscrit à 3 fonds. Et je voudrais faire, si vous me permettez, un petit zoom sur ces 3 gérants. On a un premier gérant qui s'appelle TA Associates. Alors, peut-être que vos clients ou prospects ne connaîtront pas ces gérants. Ce n'est pas grave, Emmanuel. On n'a pas été chercher des gérants connus du monde retail. On a été chercher les meilleurs gérants institutionnels. TA Associates, c'est un fonds de private equity qui a un gérant qui a, je dirais, 55 ans d'histoire, un des plus anciens gérants, qui gère aujourd'hui 45 milliards, spécialisé sur une stratégie, le LBO de croissance. Donc, c'est un espèce d'hybride entre le growth et le buyout. C'est du LBO majoritaire sur des boîtes en hypercroissance. Il est essentiellement basé aux US. Il fait 2 tiers de son activité aux US, 1 tiers en Europe. Il y a 260 professionnels de l'investissement dans l'équipe du fonds. On est sur un fonds de 15 milliards, dont le track record sur les 40 années passées, sur plusieurs dizaines de milliards investis, est d'avoir livré plus de 25% de TRI net par an, net de tout frais. Ce qui est remarquable, Emmanuel, ici, c'est le niveau de performance sur la durée et les quantums. Voilà. Pour donner une petite idée, donc on a investi un peu plus de 80 millions d'euros chez TA Associates. Pour avoir le droit d'investir chez TA, qui est spécialisé sur 2 verticales uniquement, qui sont le monde du logiciel sur le cloud et le monde de la santé, de la data dans la santé. Pour avoir le droit d'investir chez TA, j'ai été pitcher notre histoire au CEO 2 fois à Boston pour qu'il nous écoute et qu'il soit convaincu de nous laisser rentrer dans son fonds parce que même dans la conjoncture actuelle qui est complexe en termes de levée de fonds, TA a clos en un seul closing, en 6 mois, un fonds de 15 milliards en coupant la demande des investisseurs existants. Donc, pour être capable d'investir chez TA Associates, et pareil chez CVC et chez GA, on en parlera, nous avons dû convaincre les partenaires de nous faire une place. Je sais que ça paraît fou, mais les accès à ces gérants sont extrêmement difficiles, extrêmement complexes à craquer. Après, si on a le temps, Emmanuel, on expliquera pourquoi et comment on les a convaincus. Donc là, on vous a bâti une première jambe du portefeuille, TA Associates, 2 tiers US, 1 tiers Europe, du LBO de croissance, sur des tickets, je dirais. Vous avez dans un portefeuille de TA à peu près 50 lignes dans lesquelles TA va investir 300 millions par ligne et ça permet d'engager 15 milliards sur 5 ans. Voilà. Un des meilleurs performeurs mondiaux en growth buyout. Vous avez ensuite un acteur différent qui est CVC, qui lui est très concentré sur l'Europe. Il est aussi en buyout, mais il est sur un autre segment du marché. Donc, j'ai oublié de dire que la croissance moyenne des sociétés de TA était plutôt de 20 à 25% par an, Emmanuel. CVC, c'est un autre acteur. C'est du LBO value. Donc, on est plutôt sur des sociétés aux 2 tiers européennes et 1 tiers US cette fois-ci. Donc, c'est une autre répartition intéressante qui fait un bel équilibrage du portefeuille.
vous êtes sur un portefeuille qui va croître entre 2 et 10% par an, donc moins de croissance, mais CVC paye moins cher ses actifs. Et CVC aime des sociétés qui sont un tantinet, je ne dirais pas abîmées, mais qui recèlent encore de portefeuilles d'amélioration opérationnelle, avec une très grosse équipe d'operating partners chez CVC. Donc, CVC va essayer d'acheter des leaders européens, idéalement mondiaux, chez lesquels il voit encore beaucoup de potentiel d'amélioration de performance. Il va chercher des sociétés qui sont un peu moins positionnées croissance et growth, mais plus positionnées value, avec un track magnifique sur les 40 années passées, parce que ce gérant a 40 ans d'histoire. Il gère 140 milliards, c'est le plus gros fonds de private equity au monde. Et on est sur un TRI historique sur les 40 années passées de 24% net. Ce qui est spectaculaire, Emmanuel, et on le voit, multiple de mise par fonds, en moyenne, plus de 2,3, multiple de mise par fonds sur TA, plus de 2,5. Donc là, vous êtes vraiment sur ce qui se fait de mieux en growth buyout au monde, et avec une répartition de portefeuille très complémentaire de celle de TA. Et enfin, on a investi chez un gérant de growth equity, donc TA et CVC sont majoritaires, GA est minoritaire. On est sur un des fonds les plus importants du growth private equity dans le monde, qui lui n'a pas recours à l'effet de levier. Donc là, on est sur un fonds qui finance que de la croissance. Il n'y a pas de leverage dans le portefeuille. C'est intéressant parce que ça donne aussi une distribution intéressante du portefeuille mondial d'Altaroc. On est sur un gérant qui a livré plus de 18%, mais sans levier, sur 90 milliards investis. On est sur une équipe très importante, 450 investisseurs, 16 bureaux, 7 pays. Donc, on est sur un fonds qui investit moins de 40% de son activité ou de son capital aux États-Unis et l'essentiel, je dirais, hors des États-Unis, Europe et surtout Asie. Donc, c'est une exposition indirecte à l'Asie du portefeuille Altaroc. On est sur une performance historique sur des montants énormes avec une volatilité et un taux de casse très faible de plus de 18% et donc une performance vraiment remarquable et un portefeuille plus de 2 tiers investi en dehors des États-Unis. Donc, on a, si vous voulez, dans la construction du portefeuille Altaroc, je dirais déjà une distribution très intéressante sur 250 millions engagés à date. Donc, ça vous donne une visibilité magnifique chez des gérants chez lesquels nous sommes déjà rentrés. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur les vertus d'un portefeuille par rapport à un seul fonds. Je crois que j'en ai largement parlé. Je voudrais quand même dire un mot, Emmanuel, sur ce que veut dire 100 000 euros d'engagement chez Altaroc en termes de cash flow. C'est ce qu'on appelle la fameuse courbe en J. Alors, pour un client d'Haussmann Patrimoine qui engagerait 100 000 euros, et s'il engage 1 million, c'est pareil, c'est juste 10 fois plus, on a fait la simulation suivante. La moyenne des 3 gérants qu'on a accompagnés à livrer, vous l'aurez en annexe du portefeuille, Emmanuel, sur les 40 années passées, la moyenne des 3 gérants a livré 23% de TRI net et 2,3 fois la mise. On a fait ici une présentation dégradée, un stress test, avec à 1,7 fois la mise du millésime et à 13% de TRI. Donc, on a pratiquement divisé par 2 la performance historique de nos gérants pour donner une idée à vos clients ou prospects de ce qu'un portefeuille Altaroc, comment il allait se comporter. On va vous appeler à 20% par an, donc 20% au closing, et ensuite, vous n'aurez que 2 appels de fonds à faire par an. Ça, c'est programmé. On appellera 10% de votre engagement le 30 mars et 10% de votre engagement le 30 septembre. C'est totalement programmatique. Alors ça, c'est aussi assez révolutionnaire. Pour simplifier la vie des clients privés et simplifier la vie de leur CGP, on a mis en place cet abonnement quelque part à Altaroc. Alors, ça suppose que nous, on a une ligne de crédit mise en place qui est quelque part, qui n'est pas facturée en plus dans le produit, mais qui est mise en place dans le package pour vous simplifier considérablement la vie. Donc, le client Haussmann, il sera appelé 20% l'année 1, 20% de plus l'année 2, donc 20 000 de plus l'année 2, 20 000 de plus l'année 3. En fin d'année 5, il sera appelé à 100 000 euros. À partir de l'année 4, le portefeuille va commencer à faire des distributions d'à peu près 10% de l'engagement, soit 10 000 euros. Donc, en année 4 et en année 5. Et là, Emmanuel, ce n'est pas notre sentiment, c'est ce qu'on a regardé historiquement sur les 3 gérants. En dégradant la perf historique, le client va récupérer 10% de sa mise en année 4 et en année 5, 40% de sa mise en année 6 et en année 7, ce qui fait qu'en fin d'année 7, il a récupéré 10 et 10, 40 et 40, il a récupéré ses 100 000 euros. Le client a récupéré ses 100 000 euros en fin d'année 7, il est cash break-even en année 7, et il touchera 25% de sa mise en année 8, en année 9 et 20% de sa mise en année 10. Donc en termes de courbe de cash flow, c'est très important ça, Emmanuel. Un client qui engage 100 000 euros, en fait, en fin d'année 5, il a été appelé de 100 000, mais il a reçu 20 000. Donc en fait, son tirage maximum est de 80 000. En fin d'année 7, il a récupéré l'intégralité de son capital et il est en plus-value sur les années 8, 9, 10. C'est important parce que ça donne une idée de la durée d'engagement nécessaire sur ce programme. Il faut que vos clients soient prêts à ces durées. Donc, il faut être prêt à détenir le portefeuille sur des durées de 7 à 10 ans.
C'est pour ça que la classe d'actifs n'est pas faite pour tout le monde. Si vous nous dites, Frédéric, j'apprécie beaucoup les produits Alteroc, je voudrais faire ces rendements-là sur 2 ans, ça n'est pas possible. Et c'est le prérequis. Il faut que ce soit sur une partie de votre patrimoine, que vous soyez prêt à engager sur des durées de 7 à 10 ans. Voilà, je mentionnais ce point, Emmanuel, parce que c'est important. Alors, on a considérablement simplifié la vie du souscripteur. Comme je l'ai dit, 2 appels de fonds par an, date fixe, quantum fixe, ça aussi, c'est révolutionnaire. Alors, l'avis de notre partenaire, ça c'est l'avis d'Haussmann Patrimoine, je ne suis pas sûr que ce soit passionnant ici. Dernier élément, Emmanuel, qui intéressera les gens qui sont avec nous aujourd'hui sur le webinaire, donner du sens à votre épargne. Moi, j'ai la conviction, en tout cas, ça me concerne, quand j'investis, je veux évidemment faire de bons rendements, mais je veux aussi savoir où, pourquoi et comment j'investis. Et je pense que beaucoup de vos clients ce soir ont envie de savoir où et comment et pourquoi ils investissent. Et ça, c'est rendu possible par le fait que notre plateforme elle est 100% digitale. Donc, on va faire 3 choses, Emmanuel. La première, on va produire 3 types de reporting. Un premier reporting trimestriel de qualité institutionnelle, de qualité équivalente à celui d'Altamir, parce que c'est les mêmes équipes que celui d'Altamir qui produisent. Donc, on va faire ça tous les trimestres. C'est les équipes d'Altamir qui le produisent. Et ça, c'est une qualité institutionnelle magnifique. Alors, pour les passionnés, et on en a, Maurice et moi, on fait un webinar en plus tous les trimestres qui dure 1h30. On a entre 100 et 200 inscrits et on raconte à l'oral tout ce qui s'est passé dans nos millésimes. Et on vous explique d'où vient la performance par gérant, par pays, par secteur. Et pour les passionnés, c'est assez exceptionnel. Ensuite, on va vous donner un reporting extra-financier au plan de l'ESG qui va expliquer à vos clients tout ce qui s'est passé en matière de ESG sur les sociétés de portefeuille, la diversité, la biodiversité, les tonnes de CO2 par million de chiffre d'affaires. Ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui et les générations de plus en plus jeunes. Et la troisième chose qu'on va produire, c'est un reporting d'actualité quotidienne. C'est le rôle de Damien Hélène, le rédacteur en chef de BFM Business qu'on a fait venir. Il produit tous les jours des articles sur les sociétés du portefeuille pour vous faire découvrir les plus belles licornes du monde, les sociétés qui transforment le monde, les sociétés les plus connues, les pépites, les plus fortes croissances, les plus innovantes. Et il essaye de vous packager l'information dans un mode opératoire non financier pour donner un sens à ce que vous faites et à ce que vous accompagnez. Alors, j'ai mis ici quelques exemples. Dans le millésime 1, par exemple, il y a 300 sociétés aujourd'hui. Il y a 60 licornes, dont 5 françaises. Les gérants américains qu'on a accompagnés en 21 ont accompagné les 5 plus belles licornes françaises que j'ai mentionnées ici. Back Market, Payfit, Spendesk, Conto et Ecovadis. On a accompagné 55 autres licornes mondiales. Et on en parle tous les jours sur des licornes Vinted, la licorne lituanienne, Browstack, une licorne indienne qui permet de programmer sans savoir programmer. Et on parle évidemment des sociétés qui transforment le monde en matière de ESG. Et on vous raconte tous les jours comment telle ou telle licorne mondiale du portefeuille transforme le monde pour faire de ce monde un monde meilleur. Et je pense que ça intéresse de plus en plus de gens de savoir que leurs capitaux sont déployés dans l'économie réelle pour aider à faire un monde meilleur au-delà de produire d'excellents retours. Voilà, en 2 mots, Emmanuel, voilà le type de plateforme qu'on a construite pour vos clients privés à partir de 100 000 euros, pilotée par 2 jeunes fondateurs du private equity. Je n'ai que 33 ans d'expérience dans cette industrie. Maurice l'a inventé il y a 50 ans et on est très investis. Et les 40 personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, vous les côtoyez souvent, Emmanuel, je pense qu'elles sont habitées par ce qu'elles font. Je ne sais pas si ça se voit ce soir, mais on est passionnés, on fait ça par passion. On adore ce monde du private equity et on veut le faire découvrir à un public plus large. Voilà en gros ce que nous faisons. Alors tiens, je vois. Alors, je vais avoir la lourde tâche de conclure. Et derrière Frédéric, qui, comme il l'a dit, vous l'avez bien vu, est passionné par son sujet. Il a une maîtrise totale de ces questions. Donc, forcément, il en parle aussi avec des mots de technicien, de mots de professionnel, du jargon du private equity. Donc, ça n'est pas accessible à tout le monde. On a parmi vous des personnes qui sont des professionnels aussi de la finance, mais d'autres personnes qui ne le sont pas. Et c'est la raison également pour laquelle nous, conseillers en gestion de patrimoine, nous avons un rôle à jouer. C'est-à-dire que nous sommes là pour traduire en langage intelligible avec beaucoup de pédagogie pour que chacun puisse comprendre et accéder à ce savoir. Donc, il y a des mots qui n'ont pas parlé à tout le monde, mais ça, votre conseiller en gestion de patrimoine
vous les expliquera avec grand plaisir. Alors, moi, j'ai noté pas mal de questions. J'en avais quelques-unes avant, mais avec les questions qui ont été écrites par les personnes qui ont suivi, ça m'en a rajouté plusieurs. Alors, il y a eu d'abord une remarque sur le caractère non liquide de ces actifs. Alors là, je voudrais juste dire un mot et ensuite avoir le point de vue de Frédéric. Mais le fait que les actifs ne soient pas liquides, oui, ça, c'est une caractéristique forte, essentielle. C'est même grâce à ça que le private equity peut délivrer des performances meilleures que d'autres investissements. Il faut avoir en tête que la liquidité, c'est le propre du marché boursier. C'est ce qui justifie que certaines personnes choisissent de passer par la bourse pour faire coter leur entreprise et ensuite d'autres pour acheter et vendre des actions. Sauf que la liquidité peut être un ennemi terrible pour l'investisseur qui va peut-être faire des opérations sur des périodes beaucoup trop courtes, des allers-retours pas forcément avec un bon market timing. Et puis, il y a plein de gens dans cet univers qui spéculent à la baisse, qui font courir des fausses rumeurs, qui font des transactions en trading haute fréquence à la nanoseconde. Donc, énormément de bruit, de parasites autour de la vie des entreprises qui peuvent créer des volatilités énormes et totalement non créatrices de valeur et pas toujours justifiées. Dans le private equity, la force du private equity, c'est d'investir aux côtés d'une société, de s'engager aux côtés de la société, donc de promettre aussi une fidélité dans la mise à disposition des capitaux, d'aller jusqu'au bout du projet, et c'est ce qui permet de déployer sereinement une stratégie dans le non-coté. Donc l'illiquidité, il faut l'accepter parce que c'est une force du private equity. Par contre, bien évidemment, en tant qu'investisseur privé, il est impératif de faire un travail préalable et de bien déterminer quelle est la quote-part de votre patrimoine qui doit pouvoir rester liquide à tout moment et quelle est la quote-part du patrimoine qui n'en a absolument pas besoin et qui donc ferait mieux d'être investi sur du temps long et sur des projets qui s'inscrivent dans le temps. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Frédéric, sur cette Non, je vous rejoins totalement. Bon, il y avait un autre point également, c'était quel est l'intérêt d'investir en private equity plutôt qu'en actions ou en fonds cotés en bourse. Donc, j'ai déjà traité une partie du sujet. Alors, de mon point de vue, déjà, ça n'est pas est-ce qu'il faut investir plutôt en private equity ou en bourse. Si on veut bien diversifier son patrimoine, on a besoin d'investir un peu partout et il faut et de la bourse et du private equity. Par contre, la surperformance du private equity, la question a été abordée tout à l'heure et Frédéric, vous nous avez dit, on aura peut-être le temps d'en parler après, pourquoi il y a une surperformance sur le private equity. Une des raisons de la surperformance, c'est l'investissement technique, humain, managérial des équipes de gestion des fonds d'investissement, parce que la grosse différence entre le private equity et le coté, c'est que les gérants de private equity, les meilleurs gérants des grands fonds, veulent être majoritaires et veulent prendre le contrôle et en tout cas influencent dans tous les cas la stratégie et le développement de l'entreprise. Si demain vous décidez en tant qu'investisseur d'acheter des actions Total en bourse, vous n'allez pas agir sur la stratégie de Total. Vous allez adhérer purement et simplement à la stratégie de Total et vous pensez qu'aujourd'hui, le prix est intéressant et que les perspectives sont bonnes. Ça s'arrête là, le travail du gérant de côté. Le gérant non coté va s'asseoir autour de la table avec les équipes de direction, va influer sur l'avenir et la stratégie de l'entreprise. Et c'est cet engagement qui fait qu'il y a un moteur de performance supplémentaire à des investissements d'actions. Donc, c'est une vraie gestion active. Et quand des équipes sont formées, rodées et ont déjà réussi plusieurs fois des succès pour développer et revendre des entreprises, elles sont aussi plus en capacité de reproduire. Donc, après, vous donnez les performances, parce que certaines personnes ont posé la question, est-ce que les performances passées sont reproductibles ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des baisses de performance? Quel est le pire scénario ou le meilleur scénario? Là, on est sur la question des performances. Vous savez tous que d'abord, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est une phrase réglementaire, mais elle est tellement vraie. On ne peut pas tracer l'avenir en fonction du passé. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le private equity investit dans des actifs qui sont
les entreprises, que les entreprises sont à la source de la création de toute richesse sur notre planète. L'enrichissement est créé par les entreprises, et que dans l'univers du private equity, il y a des professionnels qui savent gérer et emmener une entreprise très haut et très loin, et donc revendre ensuite ces entreprises probablement mieux que la bourse. Mais est-ce que finalement ce sera moins bon ou peut-être meilleur? Personne aujourd'hui ne le sait. Par contre, en termes de moyens mis en œuvre, il y a beaucoup d'éléments évidemment positifs pour, en relatif, faire mieux que d'autres classes d'actifs sur des durées de 5 à 10 ans. Est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que vous voulez me reprendre? Non, vous avez dit. En tout cas, je vous ai dit ce que je pense. Tout est juste, Emmanuel. Je voudrais revenir sur un point très important qui est la ligne en intérêt. Je vous ai mis ici sur ce graphe pourquoi le private equity surperforme la bourse. Et vous avez illustré certains points fondamentaux. Quand moi, dans un fonds de private equity, j'ai investi dans une société, qu'est-ce que je vais exiger? Le management va devoir investir avec nous. Il ne veut pas, je ne le garde pas. Le patron de la société va devoir investir au moins 2 ans de salaire. Le cercle 1, au moins 1 an et demi de salaire. Le cercle 2, au moins 1 an de salaire. Et ce qui se passe, Emmanuel, quand on accompagne une société dans laquelle on exige du management, s'il veut rester avec nous, qu'il investisse, parce que nous, on investit, nous, partenaires de l'équipe de private equity, on investit, on crée un alignement d'intérêt vertueux qui n'a rien à voir avec une société cotée. Dans nos conseils d'administration, il n'y a que des gens qui ont investi. On crée un alignement d'intérêt très vertueux. Alors attention, c'est un sport intense, le private equity. Le fonds de private equity va venir à des boards, au moins des conseils d'administration, au moins tous les mois. On va parler aux managers toutes les semaines. On va être dans tous les conseils. Donc vous êtes comme vous l'avez très justement dit, dans un marché où la proactivité de l'actionnaire est très différente. Et je rappelle que le monde coté a tendance à se désincarner aussi, parce que la gestion passive commence à prendre une place de plus en plus importante. Et nous, on est aux antipodes de ça. On est impliqué dans nos sociétés, on crée des conseils d'administration très proactifs, on pousse le management, on coach le management. Et quand le fonds est très spécialisé, je veux dire quelque chose de présomptueux, Emmanuel, il va connaître l'industrie sous-jacente au moins aussi bien que son management. Donc, en tant qu'actionnaire professionnel, vous avez une vraie capacité à apporter de la valeur ajoutée aux managers. Et ça, vous l'avez de moins en moins sur les marchés cotés aujourd'hui. C'est une source de création de valeur immense. En tout cas, c'est une source d'écart de performance très importante entre le private equity et les marchés cotés. Ouais. Moi, je préfère effectivement qu'on raisonne en termes d'écart de performance qu'en termes de valeur absolue, puisque c'est très difficile de se projeter sur des chiffres dans l'avenir, évidemment. Dans les questions qui ont été posées également, il y avait beaucoup de questions, surtout au début, sur les FPCI et les FCPI. Alors, à part les lettres qui sont les mêmes mais dans le désordre, il n'y a quand même pas énormément de points communs. Les FCPI sont des fonds communs de placement dans l'innovation qui donnent droit à une réduction d'impôt à l'entrée et à une exonération d'impôt sur les plus-values à la sortie. Mais même si c'est une sous-classe d'actifs du private equity, ce sont des fonds qui, pour avoir cette fiscalité avantageuse, ont accepté un nombre de règles contraignantes imposées par l'administration fiscale qu'aucun des fonds dans lesquels Altaroc choisit d'investir n'ont voulu accepter, parce que ce sont des contraintes qui sont vraiment très fortes. Et il est difficile pour un gérant de private equity, en respectant les contraintes fiscales des FCPI, de délivrer des performances élevées, voire même positives. Et ceux qui y sont parvenus ont été vraiment des très bons gérants, parce que c'est très difficile de faire de la performance dans un univers contraint. Là, en l'occurrence, on est dans un univers qui est peu contraint. Ce ne sont pas des FCPI, ce ne sont pas donc des fonds avec avantages fiscaux à l'entrée, ce ne sont pas non plus des fonds avec avantages fiscaux à la sortie, puisque l'avantage fiscal à la sortie, ça a été indiqué tout à l'heure dans le chat, il aurait fallu accepter certaines contraintes, notamment de dépasser les 50% d'investissement dans la zone euro, et c'est une contrainte que le management de Altaroc n'a pas voulu accepter, considérant qu'il y avait de trop belles opportunités à aller chercher dans d'autres zones géographiques. Donc, la seule limite, en fait, c'est le monde et la conviction des gérants. Et on ne
veut pas, en tout cas Alteroc ne veut pas se limiter à certaines zones ou à certaines tailles d'entreprises, parce que les FCPI, par exemple, il faut que les entreprises soient petites, jeunes, innovantes, enfin il y a toutes sortes plein de critères. Donc là, la seule ambition, c'est de délivrer de la performance et de n'accepter aucune, ou en tout cas le moins de contraintes possible. Et donc là, on est dans un FPCI, donc nous sommes investisseurs. Le véhicule, le format juridique, Emmanuel, c'est un FPCI, c'est ça. Et non pas, comme vous le disiez, un FCPI. Donc le FCPI est le fonds très contraint sur l'innovation. C'est ça. Nous sommes un fonds sans contrainte, enfin réglementé par l'AMF, oui. Mais nous sommes un FPCI et non pas un FCPI. Absolument. L'autre question qui était posée à un moment donné, c'était quelle différence avec l'offre Alta Life de la société Amboise? Alors, en réalité, c'est la même chose, sauf que c'est une offre qui a été adaptée à l'assurance vie, parce que pour des contraintes essentiellement réglementaires et techniques, la gestion du FPCI ne pouvait pas être importée dans des contrats d'assurance vie de droit français. On peut le faire dans des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois, mais pour le marché français, il a fallu créer des fonds dédiés, qui sont des FCPR, qui respectent un certain nombre de contraintes, qui seront vraisemblablement, et je parle sous le contrôle de Frédéric Stollard, moins performants parce qu'un peu plus contraints, mais néanmoins de très bonne qualité, puisque ce sont les mêmes ingrédients que l'on trouvera dans ces fonds-là. Donc ça n'est pas différent, c'est la même chose, mais adaptée à une enveloppe fiscale différente. Et donc l'offre Alta Life est disponible dans pas mal de contrats d'assurance vie. Une autre question aussi, c'était quelle différence avec NextEdge, Euraseo, etc. En fait, NextEdge, Euraseo, ce sont des spécialistes de la gestion d'actifs de private equity, et ce sont des cibles potentielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, s'ils figurent dans le top 6 des fonds qui ont été passés au crible par l'équipe d'Altaroc, si l'équipe d'Altaroc considère que l'équipe de NextEdge ou de Euraseo ou une autre société mérite d'être dans le top 10, ils figureront dans le millésime. En réalité, vu le périmètre, l'horizon mondial et le niveau d'exigence d'Altaroc, on va surtout se retrouver sur des fonds de qualité institutionnelle inaccessibles aux investisseurs privés. Donc, si à côté de cela, vous constituez un portefeuille avec des sociétés, des noms comme ceux que je viens de citer, il y a peu de chances que vous les retrouviez dans les fonds d'Altaroc, donc ça peut tout à fait venir en complément, puisqu'il y a peu de chances que ça se chevauche compte tenu de la philosophie et des critères d'Altaroc. Sur les frais, je ne reviendrai que sur un point qui est les frais d'entrée, puisqu'à un moment donné, Frédéric Stollard vous a dit que les frais d'entrée étaient décidés par votre intermédiaire. Donc nous, en l'occurrence, chez Haussmann Patrimoine, depuis l'origine, nous avons décidé de plafonner tous les droits d'entrée de tous nos fonds à 2%. Et ensuite, on descend de façon dégressive en fonction des montants investis, ce qui est une règle aussi assez classique et courante, en respectant les minima demandés par les sociétés de gestion. Et là, en l'occurrence, les minima sont de 1%, donc on va se situer dans une fourchette entre 1 et 2. Il y a eu des questions sur les PowerPoint, je crois que le lien a été donné, mais de toute façon, tout le monde va recevoir le replay. Nous mettons à votre disposition les PowerPoint, également les conseillers pour répondre à toutes vos questions. Il y avait une personne qui s'étonnait donc sur le fait qu'il n'y ait pas d'Asie, mais ça a été expliqué. Par contre, ce n'est pas une volonté systématique de ne pas mettre d'Asie. Non, on n'a pas fait d'Asie, Emmanuel, cette année, enfin l'année dernière, parce qu'on n'a pas pu aller en Asie. C'est ça. Et que, alors qu'on avait identifié des fonds asiatiques, qu'on avait négocié des places très difficilement dans ces fonds, enfin, dans des fonds très difficiles d'accès, on s'est dit, on ne va pas investir parce qu'on ne peut pas y aller physiquement. Donc, avec le Covid, l'Asie était fermée au voyage l'an passé. Donc, on n'a pas pu aller en Asie et on n'a pas pu investir dans ces fonds. Cette année, on a 2 diligences en cours sur des fonds asiatiques et la question est de savoir est-ce qu'on peut y aller et on veut voyager dans chacun des bureaux du fonds de private equity. Donc, si on ne peut pas le faire, on ne fera pas d'Asie cette année, mais ce n'est pas très grave parce que, vous savez, vous l'avez vu tout à l'heure, General Atlantic a 40% de son exposition sur l'Asie. Donc, par le biais de General Atlantic, CVC fait 5% sur l'Asie. TA fait 10% sur l'Asie. On aura une exposition asiatique. Elle ne sera peut-être pas de 20%, elle sera de 10%. Si tant est qu'on ne fasse pas d'Asie, on l'aura indirectement par les gérants qu'on a choisis.
Merci Frédéric pour ces précisions. Ça répond, j'espère, aux questions qui ont été posées. Il y avait une question également sur vos ambitions ou vos objectifs en matière d'ESG, donc les investissements socialement responsables ou qui respectent les individus, les questions de gouvernance, toutes ces thématiques qui sont très, très actuelles. Alors, on va faire simple. Il y a 3 niveaux de jeu dans l'ESG au regard du private equity. La plupart des fonds mondiaux sont article 6, c'est-à-dire peu de considération pour l'ESG. Un très petit nombre de fonds sont article 8, c'est notre cas. Donc on s'est placé au meilleur niveau mondial de l'ESG. Et un encore plus petit nombre de fonds sont ce qu'on appelle entreprise à mission, article 9. Alors, on n'est pas société à mission. La société à mission a pour ambition, Emmanuel, avant tout, une ambition sociétale. Elle a pour ambition d'avoir un impact sur le monde avant d'avoir une ambition de rendement. Ce n'est pas notre cas. On a pour ambition de livrer un rendement d'exception aux meilleures contraintes de l'ESG. Donc, on est très costaud en ESG. On fait des diligences très imposantes sur l'ESG chez les fonds sous-jacents. On va bientôt reporter en matière d'ESG sur tout ce qui se passe dans nos sociétés de portefeuille. Donc, on est très sensible à ce qui se passe, la consommation de CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires, la diversité homme-femme, la diversité dans les équipes de management, dans les conseils d'administration. On va reporter sur tout ça, Emmanuel, cette année, mais on n'est pas entreprise à mission. C'est clair, j'espère que ça répond pleinement à la question qui a été posée. Et alors, je vais quand même essayer de glisser une des questions que moi, personnellement, j'avais envie de vous poser. C'est, est-ce le bon moment d'investir et est-ce qu'il faut encore investir dans la tech, puisqu'on a vu quand même que l'année dernière, ça avait été assez sanglant sur les marchés actions. Alors, est-ce une opportunité? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Bon, il y a 2 questions dans votre question. Oui, parce que j'essaye de condenser. J'ai compris. Bon timing et la tech. Alors, sur le timing, il n'y a pas de market timing en private equity. Je vais expliquer pourquoi. Si vous avez une conviction, Emmanuel, que c'est le bon moment d'investir sur les marchés cotés, par exemple, vous pouvez dire à votre client, on rentre maintenant, et quand vous aurez la conviction que c'est le bon moment de sortir, vous sortirez à ce moment-là. Après, moi, je ne suis pas totalement convaincu qu'il y ait de bonne stratégie de market timing, mais vous pouvez le décider. Quand vous investissez dans un fonds, et encore plus fortement dans Altaroc, vous l'avez vu tout à l'heure, votre client va être appelé sur 5 ans. Ce n'est pas lui qui va choisir son point d'entrée, c'est moi. Et ce n'est même pas moi, ce sont nos fonds sous-jacents. Et on va l'appeler à hauteur de 20% par an. Quelque part, votre client aura 5 points d'entrée sur le marché par construction. Sur la sortie maintenant, si je fais simple, les sociétés investies en 2023 seront vendues en 2028. Celles investies en 24, en 29. Le client sortira avec 5 points de sortie sur le marché. Dans un millésime de private equity, il y a un brassage naturel qui fait qu'en fait, c'est pas possible de faire du market timing, parce que même si vous décidez aujourd'hui d'engager, vous n'investissez pas, vous engagez, c'est tiré sur 5 ans, c'est sorti sur 5 ans, donc c'est brassé. Vous regardez les instituts ou les grandes familles mondiales, elles ne font jamais de market timing parce que ça ne sert à rien. En fait, elles se bâtissent des portefeuilles diversifiés en investissant de façon disciplinée tous les ans les mêmes sommes. Et donc la tech, on a vu que vous avez un biais quand même assez fort, notamment sur la partie software. Donc la tech. Attention, il y a plein de choses dans la tech. Il y a les startups de la tech qui ont été massacrées. On n'est pas dans les startups de la tech du tout. On investit dans des boîtes de logiciels qui vendent des abonnements sur le web en mode SaaS. Je vais vous donner quelques exemples, Emmanuel. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que les valos sur le type d'objet qu'on accompagne n'ont pas beaucoup baissé. Elles n'ont pas beaucoup baissé et elles n'ont pas du tout été massacrées. Alors, dans le fonds 2022, pour ceux des clients qui sont investisseurs chez nous, on a fait 2 co-investissements directs. À côté d'HG, qui est un fonds magnifique qu'on avait dans le 22. Le plus gros éditeur de logiciels sur le web en Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est de la paye et des ressources humaines sur le web. La boîte fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Elle a cru en organique à 30% l'an passé, Emmanuel. 40% de marge d'EBITDA, 30% de croissance, 1 milliard de chiffre d'affaires. Autre société dans laquelle on a co-investi en plus de l'engagement du fonds, IFS, c'est un ERP, une suite logicielle complète pour les sociétés qui gèrent des flottes de pièces détachées complexes. Flotte de camions, flotte d'avions, flotte de centrales, flotte d'usines. Presque 1 milliard de chiffre d'affaires, 40% de marge d'EBITDA, 28% de croissance organique. En fait, le monde des startups de la tech a été massacré parce que les investisseurs ne voulaient plus financer des sociétés à perte dans l'espoir d'un business plan ambitieux
Ça, c'est du growth. C'est même pas du growth, c'est du early stage. Nous ne sommes pas sur ce marché. Donc, sur le marché sur lequel nous sommes, les porteuses sont très bonnes. L'équipement en web, en solution logicielle, donc on est convaincu que la porteuse est bonne. Les valos sur nos segments ont à peine baissé. L'opportunité n'a pas changé. On n'est pas sur la tech au sens tech. On est sur des softwares très établis. Merci. Il y a encore plein de questions, mais du coup, je vais n'en poser qu'une seule parce qu'il faut savoir aussi s'arrêter. Tout à l'heure, vous nous avez donné envie quand même d'avoir la réponse à une question. C'est pour vous, même pour vous, c'est difficile de rentrer dans certains fonds d'investissement. Alors, comment avez-vous réussi à convaincre les gérants de vous laisser une place dans ces fonds si fermés? C'est compliqué de répondre en une seconde, Emmanuel, mais d'abord, on est connus. Nous sommes connus et respectés. Maurice et moi sommes connus dans le monde institutionnel. Mais ça ne suffirait pas à nous faire rentrer dans ces fonds. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde des fonds de private equity aujourd'hui. La première et la plus importante, il y a une pression des grands institutionnels sur les fonds de private equity sur les conditions tarifaires, ce qu'on appelle les frais de gestion et le fameux carried interest. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs ont compris. Le carried interest n'a pas été compris par tout le monde. Il y a eu des questions. C'est les frais de performance. Donc, il y a des frais de gestion et des frais de performance. Les grands instituts aujourd'hui, ils veulent absolument continuer à investir en private equity, mais ils veulent faire baisser les frais de gestion. Et moi, je dis aux grands fonds de private equity mondiaux, vous n'avez jamais été élevé de l'argent chez les clients privés parce que ça ne vous intéressait pas, vous n'en aviez pas besoin, et c'est très compliqué. Eh bien, moi, je vais vous amener un tuyau vers les clients privés. Et ce tuyau, il va être un tuyau industriel. On a pour ambition d'amener des gros volumétries. Je sais aller lever de l'argent chez les clients privés. Et si vous me laissez rentrer chez vous, c'est la part du rêve qui me manque pour les convaincre de rentrer dans cette classe d'actifs nouvelle. Donc, ce que nous, on amène, Emmanuel, aux grands fonds de private equity, c'est une diversification. On leur offre un tuyau vers le retail qu'ils n'ont pas à date et qu'ils ne savent pas craquer et qui requiert de l'expertise, une distribution mondiale, énormément de technologie et de capacité de marketing et d'évangélisation. Ils sont passionnés, à une condition, être crédible et être capable de bâtir une plateforme industrielle. Parce que si c'est pour dire à CVC, donne-moi un ticket de 3 millions que je vais vendre aux clients d'Haussmann Patrimoine, ils ne me parleraient même pas. Ça impose une question de taille critique, Emmanuel. Ça veut dire que quand je parle à CVC, si je ne leur parle pas pour au moins 50 millions, ils ne m'écoutent même pas. Si je dis qu'on a 6 gérants avec un peu de co-invest, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de lever 400 millions par an. Donc, ça suppose que nous, on investisse considérablement. C'est pour ça qu'on ouvre la Suisse, c'est pour ça qu'on ouvre l'Italie, c'est pour ça qu'on ouvre le Benelux, parce qu'on doit offrir à ces gérants une distribution retail à minima pan-européenne. C'est ça qui les passionne. Merci beaucoup, Frédéric Stollard, pour le temps déjà que vous avez consacré 1h30 passée ensemble. C'est très riche, très dense. Évidemment, on ne peut pas tout traiter, même en parlant vite comme vous le faites. Donc, nous, conseillers en gestion de patrimoine, Haussmann Patrimoine, tous mes collaborateurs seront ravis de passer tout le temps nécessaire pour vous rendre accessible à tout point de vue cette classe d'actifs, que vous compreniez clairement les tenants et les aboutissants de ce type d'investissement. Voilà, merci à tous ceux qui étaient là en live et à tous ceux très nombreux également qui se sont inscrits pour recevoir le replay. Merci Emmanuel de votre invitation. Merci Frédéric Stollard. À bientôt.